l'époque, on était 3000 salariés. J'y ai passé quelques années, c'est devenu Natixis, et quand j'ai quitté Natixis, on était 20 000. Pour moi, le sujet qui est important, c'est qu'il n'y a pas un éditeur meilleur qu'un autre. Moi, quand je commence à échanger avec des clients, quand on est en amont, on va sûrement faire un cahier des charges, on va sûrement faire une aide au choix. C'est Christian, vous voyez qui? En fait, je vois personne. Tous les éditeurs, globalement, fournissent des outils de qualité. Par contre, chaque client trouvera le sien. C'est quoi ta définition du conseil du coup? C'est vraiment amener à des leaders RH les clés pour comprendre comment ils peuvent faire évoluer leur organisation, améliorer leurs outils, et là aussi basé sur de l'expérience plus que de l'expertise. Pas souvent l'expertise, tu vas faire un tableau Excel, tout le monde sait le faire, on sait à peu près choisir un outil. L'expérience, c'est j'ai vécu des choses et je peux vous les partager. Ma plus grande leçon dans le monde pro, jamais lésiner la conduite du changement. Le parent pauvre des projets, c'est souvent la conduite du changement. Quand il faut faire un arbitrage, on va toujours saquer un peu et on se rend compte que ça fait quand même une grosse partie du projet. On n'apprend pas la leçon. Non. Bienvenue sur Dimension RH, c'est votre nouveau podcast dédié aux leaders RH actuels ou futurs qui veulent faire rentrer la fonction RH dans une nouvelle dimension. Et c'est pour vous aider dans vos projets et vos enjeux que nous invitons des explorateurs et des exploratrices du monde de l'entreprise à venir partager leur parcours de vie ainsi que leurs meilleures pratiques du monde RH. Bienvenue sur le podcast encore une fois et bonne écoute. Christian, bienvenue, on est super content de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dimension RH, le podcast de Thinkaigo. Alors, moi, Christian, je t'ai connu via Ulysse. Et je t'ai surtout connu après sur LinkedIn et surtout, on a plein de gens en commun. Et tout le monde m'a dit, Christian, c'est le boss du SIRH. Ah, on t'a pas juste dit les bavards. Alors là, je commence à avoir peur. Non. On m'a dit, c'est le boss du SIRH. Du coup, en creusant rapidement ton parcours, surprise, on a appris que t'étais consultant en ESN pendant 10 ans. Tu vas revenir après dessus. Après, t'as fait une grande carrière de plus de 20 ans dans le groupe BPCE et Natixis. C'est ça. T'as fait récemment un nouveau passage dans le conseil pendant 3 ans à peu près, avant de finalement là tout récemment te lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale cette fois. C'est ça. Bravo d'avoir franchi le pas. Donc on va en reparler au début. Au menu du jour, est-ce qu'on aimerait couvrir avec toi aujourd'hui 4 grands temps. Le premier temps sur le changement de carrière. T'as changé de carrière avec une certaine expérience. Pourquoi qu'est-ce que tu as gagné, enfin pourquoi tu as fait ce choix-là, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu aussi potentiellement et après prendre un peu plus de recul sur l'emploi et la place des seniors dans la société. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais concrètement toi, quelle est ton interprétation du sujet pour l'avoir vécu? Et sujet qui me tient à cœur en plus. Super. Un deuxième, forcément après deuxième sujet autour des SIRH. T'es censé être le boss dessus. Donc ça met la pression. C'est la bonne pression, tu vas voir. Donc parler des tendances SIRH, de la façon dont toi tu vois les choses, avec le regard et le recul que tu as. On parlera aussi des éditeurs SIRH qui sont clés et capitaux, enfin la relation à nouer avec ces éditeurs. Et finalement les projets de transfo, t'en as mené plein, à avoir aussi ton retour d'expérience sur les projets de transfo. Ouais. Okay. Mais avant de tout ça, Christian, est-ce que tu pourrais te présenter? Allez, première demi-heure, c'est parti. Merci de me recevoir. C'est vraiment qu'on avait parlé de ce projet et je suis super content d'être là avec vous. Donc senior, oui, moi j'ai 56 ans. J'ai 2 enfants, j'ai un petit-fils, donc j'ai une vie perso bien remplie. Et moi j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps parce que je suis pas allé beaucoup à l'école. Donc à 21 ans, je travaillais déjà. Et je travaillais effectivement plutôt dans à l'époque on appelait ça les SS2I, les ESN maintenant, plutôt à l'international dans le monde industriel. Donc j'étais sous-traitant pour Saint-Gobain et pour le groupe. Alors à l'époque c'était Areva, Orano maintenant, donc dans le nucléaire. Et j'ai eu la chance de mener pas mal de projets industriels à l'étranger dès mes 21 ans. Donc mes 6-7 premières années de travail, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Donc c'était c'est vraiment top. Et puis j'ai fini par avoir mon premier enfant. Donc le tour du monde, ça avait ses limites. Moi je voulais élever mes enfants. Et là j'ai voulu changer de carrière. C'était fin des années 90. Et à l'époque on parlait beaucoup du passage en 2000. Donc on cherchait des informaticiens. Donc je pouvais dire j'étais un peu informaticien, mais plutôt dans l'industrie, donc plutôt des gros systèmes. Et on cherchait des informaticiens bureautiques pour le passage en 2000, faire du déploiement. Et donc c'était un de mes premiers changements de carrière, parce que je suis passé de ce rôle industriel où j'étais déjà senior dans mon job, alors j'avais pas 30 ans, à technicien informatique. Donc j'ai démarré comme ça dans le monde de l'informatique. Et t'es reparti en bas de l'échelle entre guillemets, ou il y a eu une passerelle où t'es arrivé
Ah bah non, j'ai recommencé à zéro. Ouais, C'est-à-dire que là, j'étais plutôt senior dans mon métier parce que j'étais sur un métier assez rare hein, dans la sous-traitance de Saint-Gobain et voilà, je m'amusais plutôt depuis quelques années et non, j'ai comme une entreprise et j'ai cette chance-là qui m'a proposé de redémarrer un nouveau job parce que c'était pas évident, j'avais pas encore 30 ans et moi je voulais plus faire le tour du monde tout le temps et puis c'était quoi mes compétences et à l'époque j'ai fait mon premier bilan de compétences avec des RH pour essayer de se dire mais en fait c'est quoi les compétences que j'ai, qu'est-ce qu'elles peuvent me permettre de faire, puisque quand j'ai fait savoir au marché que je voulais changer, tous les concurrents sont venus me voir, Christian vient chez nous, sauf qu'ils me proposaient tous la même chose, 6 mois par an à l'étranger, à mener des gros projets, et non, c'est pas ce que je voulais faire. Et ce bilan de compétences ça a permis de voir que là où j'avais plutôt de l'appétence et des compétences, c'était la gestion de projet et c'était la relation client. Et à partir de là, c'était le début de l'informatique distribuée un peu dans les grands groupes, donc l'infogérance notamment, les grands groupes voulaient infogérer leur poste de travail, et j'étais dans une entreprise qui démarrait cette activité. Infogérer, ça veut dire quoi? Infogérer, c'est mettre ton parc de postes de travail et d'imprimantes sous gestion d'une entreprise tiers, donc d'un partenaire, à l'époque les SS2I. Et donc j'ai commencé technicien micro dans ma boîte. Donc j'allais tous les jours réparer, régler les problèmes. Windows venait d'arriver, de mes dirigeants, de mes collègues. Ça m'a permis d'apprendre. J'avais pas de PC à la maison à l'époque. Et ma femme était formatrice en bureautique, donc j'ai pris cher. Et donc j'ai démarré comme ça pour me former à l'informatique distribuée. Et puis au bout d'un certain nombre de mois, cet employeur de l'époque, point commun avec Ludovic Milécan, j'étais chez Euryware. Qui a été racheté, exactement. Qui a été racheté par Capgemini. Je pense qu'on a dû se croiser, mais je me rappelle dans le podcast, il a dit que lui, il envoyait des gens chez les clients et qu'il les voyait pas, mais j'en faisais partie. J'étais beaucoup en clientèle. Et donc là, cette boîte qui s'appelle Euryware lance son premier contrat d'infogérance en dehors du groupe Areva à l'époque, et c'était dans le groupe Banque Populaire. Et me voilà parti à Charenton dans le groupe Banque Populaire pour démarrer le premier contrat d'infogérance poste de travail, et c'était avant le passage en 2000, on devait être en 1998, oui je sais. Non, j'ai rien dit. Et encore champion du monde. Et en fait, ce qui m'a amené à faire ça, c'était bien cet aspect de l'amour du service que j'ai toujours eu, de relation client, parce que c'était quand même ça, une entreprise comme à l'époque, ça s'appelait la Caisse Centrale des Banques Populaires et c'est devenu Natixis après. C'est une entreprise qui mettait à disposition son parc poste de travail, donc l'expérience de ses collaborateurs, ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais c'est de ça dont on parle, dans les mains d'un prestataire. Donc ce prestataire, il faisait du déploiement, il faisait du dépannage, et donc j'ai commencé comme ça dans le groupe, qui m'a recruté en 2000. Donc les dirigeants doivent plus être là maintenant, mais j'ai dû refuser 3 fois à peu près, en me disant non, j'irai pas dans une grande banque, qu'est-ce que je vais y faire, je vais m'ennuyer. Puis ils ont tellement insisté que je me suis dit après tout, t'as rien à perdre, va voir. Et donc je suis rentré dans ce groupe, donc c'était la Caisse Centrale des Banques Populaires. À l'époque on était 3000 salariés et j'y ai passé quelques années, c'est devenu Natixis, et quand j'ai quitté Natixis on était 20 000, donc une magnifique histoire de fusion, acquisition, transformation. Et donc j'ai passé quelques années autour du poste de travail, de l'informatique, parce que c'était mon métier de base, et j'ai souhaité en sortir, donc là nouveau changement de métier après quelques années. DSI ou t'étais côté J'étais RH? à la DSI, exactement, à la DSI. Pas côté RH du coup? Non, du tout. La DRH c'est arrivé plus tardivement, donc j'étais à la DSI, et là on pourra beaucoup parler de rencontres. J'ai fait des belles rencontres, et là j'en ai fait une magnifique, c'est que j'étais un peu le technicien, comment je pourrais dire, VIP. C'est-à-dire que le DSI que je connaissais personnellement m'envoyait quand il fallait traiter des cas un peu compliqués, des dirigeants qui arrivaient, qui avaient un peu de mal avec l'informatique, donc il fallait prendre du temps. Et un jour il m'appelle, il me dit écoute, on vient de recruter une directrice des achats et elle a du mal avec son poste de travail, il faut que tu ailles l'aider. Et donc je suis allé aider cette personne, et là, coup de foudre professionnel, je l'ai aidée. Elle a réussi à utiliser son PC. Quelques jours après, elle était voir le DSI en disant mais en fait je le veux parce que je crée une direction des achats, il me faut quelqu'un pour monter l'organisation, monter le SI achat. Et donc c'était pour moi l'opportunité de quitter la partie informatique pure pour aller dans un métier. Et donc je suis allé à la direction des achats, dans laquelle j'ai passé 3 ans avec Claudine. Je suis sûr qu'elle m'écoutera, donc je peux lui placer un petit clin d'œil. Salut Claudine. Donc voilà, 3 ans à la direction des achats, une expérience absolument incroyable. Et ça a été la première fois, je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai repris mes études, puisque Claudine m'a gentiment offert un parcours, et j'ai passé 1 an chez HEC pour passer une certification achat. Que j'ai obtenu, et voilà, donc ça c'était ma partie achat. Et puis au bout de 3 ans, pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons, j'ai fini par quitter les achats. Claudine était partie avant moi, et là c'était mon premier contact avec la DRH. On m'a demandé est-ce que je voulais rejoindre la DRH, et c'était une DRH métier.
Pourquoi ils t'ont appelé à toi? Enfin, t'es arrivé avec quel mandat en gros? En fait, alors je pense que j'ai été entre guillemets un peu pistonné, où la RH que je rejoignais, qui était la RH des salles des marchés, donc qui était la seule RH internationale de Natixis à l'époque, cherchait quelqu'un pour un peu transformer, réorganiser. Là, on était post-crise financière. Parce que le moment où j'étais aux achats, 2008-2010, on s'est jamais autant amusé aux achats parce que les banques achetaient quand même très mal. 3 ans et j'ai eu la crise financière. On a eu quand même des enjeux extrêmement importants et on pourra faire un podcast que pour ça, c'est incroyable. Donc j'y suis allé un peu par rebond sur on a besoin de quelqu'un pour transformer, pour organiser, etc. Et donc je suis rentré à la DRH de la banque de financement et d'investissement de Natixis, où je suis resté qu'1 an. Parce que finalement, ça devait être le directeur financier, organisation de cette banque de financement est devenu le DRH de Natixis l'année suivante. Et en fait, il m'a demandé de le suivre. Ok. Donc, voilà, je monte à la DRH un peu corporate de Natixis, où là, je prends des fonctions très transverses de contrôle de gestion. J'ai jamais fait de contrôle de gestion de ma vie pour piloter le budget de la DRH. Et je prends également des fonctions autour de tout ce qui va être audit, inspection. Et j'ai la chance, sous l'impulsion de ce DRH, de faire aussi des benchmarks, puisqu'on était post-crise financière, et ce DRH s'est posé la question de l'efficacité de sa filière RH. Okay. C'était quand même 400 personnes, la filière RH. C'était de souvenir 100 millions d'euros de budget. Donc, il y avait des vraies raisons de se poser des questions sur l'efficacité. Et j'ai eu la chance de gérer des benchmarks avec des consultants externes. Et à ce moment-là, retour sur les bancs de l'école, puisque ce DRH-là m'a proposé de reprendre également 1 an d'études et d'aller à l'ESSEC, où j'ai fait un master, donc un master management, parce que je n'avais pas ce diplôme, j'ai pas de diplôme avant, au-delà d'un bac plus 2. Donc j'ai passé 1 an à l'ESSEC, à temps partiel, pour passer un master. Ok. Juste curiosité, la formation à HEC, la formation à l'ESSEC, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup? À quoi ça sert finalement? Alors oui, ça vaut le coup. Ouais. Parce que je trouve que le niveau de ces formations, quand t'es en exécutive, c'est comme ça qu'on appelle, avec des profs qui sont dédiés, qui travaillent sur des promos de gens qui savent pourquoi, j'ai rien contre les plus jeunes, mais ils savent pourquoi ils sont là, ils sont en transformation. Voilà, il y a une implication qui est quand même extrêmement forte, et j'ai trouvé qu'il y avait un niveau. Alors évidemment, HEC, l'ESSEC, c'est aussi des belles écoles, mais il y a des niveaux qui sont quand même assez forts. Et alors peut-être encore plus pour l'ESSEC. L'ESSEC, c'était quand même un vrai diplôme. Alors je dis un vrai, HEC, c'est une certification. L'ESSEC, c'est un diplôme. Donc j'y ai passé 1 an. J'ai quand même fait 2 mémoires, un individuel, un collectif. Il y a quand même plusieurs devoirs à rendre, parce que même si c'était financé par l'employeur, il y avait toi qui bosses derrière. Voilà, il y avait des vrais jurys. C'était un an de boulot, et non, c'est pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et t'as senti que d'un point de vue carrière, ça ouvre des portes derrière? Ça vaut le coup pour toi pour apprendre? Est-ce qu'il y a d'autres avantages à ça? Alors, pour moi, oui, ça te permet d'apprendre, parfois de revoir des basiques, parfois d'en découvrir. Moi, ayant fait peu d'études au départ, effectivement, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement de l'entreprise qui était quand même pas mal. Sur l'ESSEC, j'avais une chance folle aussi, c'est que c'était une BPCE à l'époque finançait une promo. Donc tous les ans, c'était une promo BPCE avec des collaborateurs. Alors choisis, il y avait des parcours pour réussir à obtenir 40 personnes à peu près, je crois, les promos entre 30 et 40 sur un groupe de 100 000. Les sélections étaient quand même très fortes, et on se retrouvait donc en promo avec des gens qu'on connaissait pas du tout. Et ça m'a permis de découvrir le vrai groupe BPCE, puisque tous les jours on était en promo avec des gens des caisses d'épargne, des banques populaires, d'autres filiales, des métiers très différents. On découvre le commerce, on découvre la banque de détail quand on est Natixis, et vice versa. Donc très passionnant, très intéressant. Le risque, et à l'époque il était fortement expliqué par l'employeur, c'était qu'il n'y a pas de promesse de l'employeur. C'est-à-dire que tu fais cette formation, mais l'employeur ne te dit pas, à la sortie de cette formation, promis, je te file un super job. Ouais. C'est quand même souvent ça. Donc il se passe des choses, et je crois que sur les promos, il y a au moins 60-70% des gens qui changeaient de job dans les mois qui suivaient, mais il n'y avait pas de promesse employeur. C'est une question d'opportunité, tu pouvais pas le savoir. Il y avait aussi des départs. Il y a des gens, au final, passer cette formation, se disaient, en fait, j'ai envie d'aller voir autre chose au final, parce que c'est difficile pour une entreprise déjà de payer ce type de formation et de dire dans 1 an, on aura un poste qui est ouvert. Pendant 1 an, l'entreprise est à vie, donc. Mais c'était bien de l'accompagner, parce que malgré tout, ça peut être très déceptif. La promo, alors aujourd'hui encore, je l'ai eu en 2012, donc ça fait plus d'une dizaine d'années. On est resté en contact
pour un certain nombre, et il y a eu des grosses déceptions. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas changé de job tout de suite, ou très longtemps après, qui ont préféré quitter le groupe parce qu'ils se sont sentis un peu... c'est une marque. Je dirais pas trahi, mais en tout cas il y avait une espèce de déception. Alors moi pour le coup ça n'a pas été ça du tout. Moi j'ai eu une chance incroyable, mais le monde est ainsi fait. C'est qu'en revenant de cette formation, donc le DRH qui m'a envoyé cette formation, là il me dit Christian, sur la base des benchmarks que t'as créé avec nous, la DRH va se transformer, on va lancer des projets. Et il m'a dit voilà, il y aura 3 projets, lequel te plaît le plus? Ah ouais, ça c'est cool. Carrément. Et là, il me brandit un projet qui était la création d'un centre de services partagés paye sur Natixis. Donc Natixis à l'époque, ça avait pas, je crois, 16 000 salariés. Et en fait, il y avait autant d'équipes paye que de filiales. Donc il devait y avoir 14 ou 15 filiales. Et donc l'idée, c'était de créer un centre de services. Donc les outils, l'organisation, toujours la relation client. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup fait vibrer sur ces années-là. Tu partais d'une page blanche. Je partais d'une page blanche, exactement. Donc on a démarré avec... donc je me suis retrouvé propulsé l'adjoint du directeur de la paye, qui est devenu un ami. Je passais mon temps à passer des clins d'œil. Jean-Louis, si tu nous entends, bise. Et donc voilà, je me retrouve propulsé l'adjoint du directeur de la paye, avec un rôle donc transverse, avec des choses un peu opérationnelles, et surtout ce projet de transformation, puisque on changeait les outils, on changeait l'organisation, centralisait à outrance, et centre de services partagés, en tout cas à l'époque dans le groupe BPCE, c'est un gros mot. C'est quelque chose qui faisait peur, c'était on déshumanise, c'est hyper industriel, les gens vont s'ennuyer, ils vont appuyer sur des boutons, il y a quand même beaucoup de connotations c'est intéressant. techniques. Et du coup, c'était quoi les avantages et les inconvénients d'un centre de services partagés, juste pour peut-être définir aussi, enfin je vais te laisser le primeur là-dessus pour définir ce qu'est un centre de services partagés. Et du coup, les avantages et inconvénients entre ce modèle-là et un modèle plus décentralisé. Clairement, si je devais juste pendant quelques secondes prendre la place des dirigeants, il y a le modèle économique. C'est-à-dire que clairement, le fait de centraliser des fonctions de cette nature-là, on va faire des économies. Il ne faut pas se voiler. Après, c'est qu'est-ce qu'on fera de ces économies? Pour le coup, chez Natixis, le DRH avait une vision que j'avais trouvée extrêmement agréable à l'époque et inspirante. C'est que pour lui, on allait supprimer des postes à la paye, mais on ne supprimerait pas des postes en RH. Donc lui, sa vision de l'époque était de dire, on ne fait pas assez de développement RH et on fait beaucoup d'administratifs. Donc on va simplifier l'organisation côté paye, administration du personnel, et les postes qui vont être supprimés vont permettre de faire des nouveaux postes de développement RH là où on a besoin. Avec possibilité pour ceux qui sont à la paye, qui en ont l'envie, et qu'on peut former à aller prendre ces postes-là, ou aller recruter des nouvelles personnes. Donc il y a quand même le côté économique, il faut juste pas l'oublier. Et mini parenthèse, c'est le même schéma qui se produit aujourd'hui avec l'IA. Exactement. On va détacher des personnes sur des tâches très régaliennes, terre à terre, et opérationnelles, pour les faire remonter plus haut niveau. Si aujourd'hui je me rends compte, donc ça c'est un projet que j'ai fait autour de 2012-2013. À l'époque il n'y avait pas encore d'IA comme aujourd'hui. Par contre, on faisait déjà des choses assez incroyables avec des outils. Donc j'ai mis en place un espèce de premier chatbot qui permettait de répondre aux questions. Pareil, chez Natixis, tu avais 16 000 salariés. Tu avais des centaines de questions chaque jour, chaque semaine qui étaient posées, dont un grand nombre, c'était tout le temps les mêmes. Donc il y avait une espèce d'usure des professionnels de l'administration et de la paye, voilà, une répétition et une très faible valeur ajoutée par rapport au métier. Après, pour prolonger la réponse à la question d'Ulysse. Donc on a vu l'aspect économique. Après il y avait l'aspect sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait chez Natixis certaines filiales qui faisaient quelques centaines de salariés. Leur équipe paye c'était une personne, parfois deux. Donc en termes de backup, de sécurité, c'était quand même assez léger. Donc là l'intérêt de massifier, c'est qu'on pouvait faire des choses plus globales dans l'entreprise et des investissements qui sont plus forts. On a pu digitaliser beaucoup de choses, notamment le bulletin de paye qui ne l'était pas à l'époque. Donc voilà, on va amener des nouveaux services. Néanmoins, je parlais tout à l'heure de déshumanisation, c'est un sujet qu'il faut surveiller. Moi, je me souviens très bien d'une des filiales qui était sur les Champs-Élysées, pour ne pas la citer, où la personne de la paye que je réintégrais dans le CSP, elle me dit, mais Christian, moi, le bulletin de paye, je le distribue tous les mois. Oui, parce qu'elle devait avoir, 180 salariés, il me semble, de souvenirs dans la filiale. Donc, le premier jour où le bulletin était édité, elle les recevait au format papier, elle le distribuait. Pour elle, c'est valorisant. Et alors, c'était le baromètre social de la filiale. Bon, ça, évidemment, ça a disparu. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque sur la partie relation client et engagement. C'est-à-dire on n'a pas déshumanisé, on a outillé, mais on a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, c'est qu'on a pris des engagements.
Et là, ça fait peur à tout le monde. Alors l'équipe, ça lui a fait peur. Ça fait peur à mon DRH aussi. Mais c'était de dire, à partir de maintenant, on va massifier, on va outiller, mais on va prendre des engagements. Donc un collaborateur qui saisissait une demande dans l'outil en disant, je souhaite une attestation, ben en fait, il y a un compteur qui démarrait et on prenait des engagements. Et on suivait ces indicateurs de qualité et on les partageait, et notamment aux filiales. Puisque étant moi Natixis, entre guillemets maison mère, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, je facturais mes services à chacune des filiales. Donc on avait comité de pilotage au mois, au trimestre, on venait avec nos indicateurs et les engagements qu'on avait pris de 80% des questions répondues en moins de 3 jours, des choses comme ça, on les a suivis. Ok. Ça, je pense qu'on va pouvoir creuser ce sujet, parce que pour moi, ça rentre dans la question un peu macro qu'on avait autour des transformations. Quand il y a un changement d'usage, typiquement ces engagements, ça va être la contrepartie positive pour faire accompagner la transfo. Donc, on va juste finir ta présentation et après on va parler avec Nicolas de ton switch de carrière récent, parce que c'était aussi important. Donc là, j'étais adjoint à la paye, pendant je sais pas, un peu plus de 3 ans également. Et puis passé ces 3 ans, en fait, j'ai été attiré par une autre fonction qui était donc là au niveau de BPCE. Donc là, Natixis, qui est une filiale de BPCE, je passais vraiment au niveau de la présidence, l'organe central, on appelle ça chez BPCE, pour prendre en charge le SIRH. Donc là, je rejoins aussi un patron du SIRH qui me file. Non, je ne lui passerai pas de bonjour. Donc j'ai travaillé avec Jean-Philippe, qui venait chez Natixis aussi. On était deux sorties de chez Natixis, et il me file globalement la direction opérationnelle du SIRH. Et je m'en suis occupé pendant 6 ans. Et là, c'est un projet également super passionnant, puisque le groupe BPCE, vous le connaissez déjà un peu, c'est un groupe déjà très vaste, c'est 100 000 salariés, un certain nombre d'entreprises, et très gros, c'est des banques populaires, des caisses d'épargne, et c'est un groupe coopératif. C'est même ce qu'on appelle une pyramide inversée. C'est-à-dire ce sont les banques populaires et les caisses d'épargne qui possèdent le groupe. Donc aujourd'hui, quand vous êtes chez BPCE, vous avez, à l'époque, c'était je crois 39 ou 30 patrons qu'il faut convaincre. Et les services fournis par BPCE, les entreprises du groupe les prennent ou les prennent pas. Et moi à l'époque, je suis arrivé à une période où le SIRH avait pas super bonne presse, il y avait une espèce d'éloignement de l'hypercentre parisien versus la province et versus les banques et les caisses. Et donc j'ai mené ce travail de reconstruire une politique, de la communication. Et alors je retrouve mes vieux posts LinkedIn, parce que j'ai fait quand même quelques dizaines de milliers de kilomètres pendant ces 6 ans, où justement être fortement en proximité, donc passer du temps, aller dans les banques, dans les caisses, 1-2 fois par an, pour leur expliquer ce que c'est que le SIRH, écouter leurs besoins. Parce que historiquement, on avait un SIRH qui parfois, dans sa tour d'ivoire, décidait de mettre en place tel ou tel produit. Alors, est-ce que c'était utile ? On se posait pas forcément la question. Donc ça, voilà, ça a été mon job pendant 6 ans, de créer une communauté et de l'animer. Et j'ai eu la chance là aussi de mener des gros projets de transformation. Donc mettre en place des nouveaux outils SIRH. Alors beaucoup de dématérialisation à l'époque. On a mis le bulletin de paye digital, pareil, sur un groupe de cette taille-là, la signature électronique. On a mis en place des nouvelles solutions sur le recrutement, les talents, etc. Et les plus gros projets que j'ai menés m'ont été autour de la paye, où là aussi, c'est un groupe qui avait 2 systèmes de paye issus de la fusion Banque Populaire et Caisse d'épargne à la crise financière, et des systèmes qui avaient vieilli et qu'il fallait rénover. Et voilà, donc c'est des gros projets que j'ai pu faire là aussi de transformation sur le groupe. Alors on va se les garder. Justement, moi j'ai noté comment est-ce que tu convaincs des patrons de caisse quand t'as pas forcément bonne presse. Enfin, le SIRH n'a pas forcément bonne presse. On va en parler juste après. Mais du coup, ça, c'était ton dernier rôle chez BPCE. Chez BPCE, exactement, oui. Ok. Et du coup, après, il y a eu un switch qui a opéré. Il y a eu un switch. Alors, chez BPCE, il y a eu quand même une espèce d'usure. Donc, quand j'ai dit 6 ans au SIRH, il y en a un de vous deux qui a fait alors oui, parce que j'ai passé une vingtaine d'années dans le groupe BPCE et j'ai dû faire 6 jobs différents. Donc, ma moyenne était plutôt autour de 3 ans. Ouais. Et celui-là a été que 3, plus long. C'est le chiffre parfait pour toi. Et j'ai commencé à trouver le temps long. J'avais envie de renouveau. J'avais envie de faire des choses différentes. J'avais encore, donc comme ça remonte maintenant à 3-4 ans, j'étais encore beaucoup plus jeune. Mes enfants venaient de quitter la maison. J'avais de l'énergie. J'avais envie de faire plein de choses. Donc pour moi, il fallait que ça bouge. Et puis je sentais que chez BPCE, ça le ferait pas. Et donc là aussi, je me suis retrouvé à un moment en disant, Christian, qu'est-ce que tu vas faire ? Sachant que quand je travaillais un peu sur moi, je commençais à me dire que moi ce que j'avais envie de faire, c'était de la transmission. Donc je le faisais à travers des choses un peu bénévoles auprès des étudiants, ou les aider à trouver des jobs. Je me suis un peu impliqué dans des associations, des choses comme ça, et je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre. Et je me suis dit, quand on aime bien transmettre, alors l'enseignement, apparemment, pour l'instant personne m'a appelé, je sais pas trop comment m'y prendre, mais je verrai. Et puis j'ai pensé au conseil.
Parce que, vous le disiez tout à l'heure, l'un et l'autre, j'ai commencé comme consultant. Alors, consultant à 21 ou 22 ans, c'était pas vraiment consultant, quoi. Enfin, pour moi, j'étais une force de travail qu'on met à disposition d'un client, avec quelques compétences, et j'en acquérais également beaucoup chez les clients. Là, je me dis maintenant, passé 50 ans, je vais pouvoir vraiment faire du conseil. Parce que, au-delà des compétences et de l'expertise, j'ai de l'expérience. C'est quoi ta définition du conseil, du coup, par rapport à... pour moi, le conseil, c'est vraiment amener à des dirigeants, à des leaders RH, c'est ça dont on parle aujourd'hui, les clés pour comprendre comment ils peuvent faire évoluer leur organisation, comment ils peuvent faire améliorer leurs outils, comment ils peuvent faire un déploiement d'un nouveau SIRH, comment le choisir, et là aussi basé sur de l'expérience. Plus que de l'expertise, parce que l'expertise, tu as fait un tableau Excel, tout le monde sait le faire, on sait à peu près choisir un outil. L'expérience, c'est j'ai vécu des choses et je peux vous les partager. Alors, je n'ai pas la science infuse, je peux vous dire à chaque fois tout ce qu'il faut faire pour réussir ou pas réussir, mais il y a une somme d'expérience qui fait que on va quand même pouvoir aider. Donc ça. Moi, j'avais envie de ça. Et puis, je m'étais rendu compte que dans mon rôle chez BPCE pendant 6 ans au SIRH, un des éléments que j'aimais beaucoup, c'était le conseil. J'en faisais, alors j'ai envie de dire gratuitement non, parce qu'ils me payaient quand même, mais le rôle que j'avais auprès des banques populaires, des caisses d'épargne, je me rendais compte que je faisais pas mal de conseils. Donc j'allais les voir, je les aidais à structurer un peu leur projet. Je dis mais c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse. Et donc j'ai fait mon petit tour du marché. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc des cabinets conseils ont trouvé mon idée intéressante. Et c'est comme ça que j'ai fini donc en août 2022, donc dans un cabinet conseil en tant que directeur du conseil SIRH, pour dire j'amène ma propre expertise, ma propre expérience, et je peux développer ou redévelopper une activité et la faire monter en gamme, et donc intervenir chez des clients comme je l'aime. Ok. Et c'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés en faisant cette transition? Alors mon premier défi était de comprendre la personne qui m'a recruté, ça m'a encore fait un petit clin d'œil, Christophe, si je nous entends, c'était de comprendre en fait un modèle de PNL et un modèle de commerce. Parce que au final, dans tout ce que je vous ai écrit tout à l'heure, j'ai toujours été dans des fonctions support dans l'entreprise. Donc la fonction support, on est une charge, on nous le rappelle très souvent, on fait des budgets, et pour la première fois, donc en arrivant dans le cabinet de conseil, je me retrouve à faire un budget, mais il y a de la vente, il y a de la renta, donc il y a du PNL, et ça pour moi c'était nouveau. Alors je dis pas que chez BPCE tout était acquis, mais chez BPCE si ça marchait pas, si j'allais voir une caisse qui me disait Christian, peut-être vous intéresse pas, passe à autre chose, je passais à autre chose. Là, en cabinet conseil, si je passais à autre chose, je perds de l'argent, je perds du temps. Donc, il y a quand même un vrai sujet exactement. Il y a quand même un vrai sujet de rentabilité, d'occupation des équipes, de qualité de service. Et je me rappelle mon patron qui m'avait recruté dans le cabinet de conseil. Lui, sa peur, ça soit justement que je garde un peu cette posture grand groupe, banque, en disant, j'ai le temps, ça va toujours fonctionner. Il n'y a pas de risque. Et je me souviens, quand je suis rentré en août, donc il m'a fait une première éval aux 100 jours, comme il disait avant la fin de l'année, et il me dit qu'il avait été épaté à quel point je m'étais adapté vite au modèle. Bon, c'est une bonne surprise pour lui comme pour moi, mais ça c'était quand même le premier défi. C'était une crainte que tu avais aussi? Oui, parce que c'est quand même un métier que je découvrais, et je me disais cette pression du chiffre que j'avais pas chez BPCE, si mes collègues de BPCE m'entendaient, si BPCE, si tu maintiens pas ton budget, si tu y es pas complètement, la boîte va pas déposer le bilan très vite, quoi. C'est quand même des grosses boîtes solides. Bon, cabinet de conseil à taille quand même plus réduite. Je me dis quelque part, à mon âge, je me remets aussi en danger. C'est un métier que je connais pas. Là, une fois de plus, j'ai redémarré un peu à zéro, mais si je partais avec une expérience, une expertise, mais j'ai démissionné, j'ai une belle période d'essai aussi, et puis j'ai perdu en salaire, en avantage aussi. En avantage, je sais que le boîte de conseil me l'avait dit plusieurs fois, mais t'es sûr que tu veux venir? Rappelle-nous les vacances, le nombre de jours des vacances. Je crois que chez BPCE c'est 44 jours. Waouh. 44 jours, mais en même temps, de la même manière, pas parce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai eu mes enfants, j'aurais adoré avoir 44 jours. Mais vous l'avez compris, je suis pas très jeune, quand je les ai eus, il y avait pas encore les RTT, etc. Là, je suis dans une position où, en fait, je les prenais pas. C'était impossible de prendre tous ces jours-là. Alors après, il y a d'autres dispositifs, il y a le CET, on fait des choses. Donc je les prenais pas. Donc pour moi, ça serait pas une souffrance. Après, quand vous parlez d'intéressement, de participation dans un groupe bancaire versus une boîte de conseil, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais.
Enfin, j'en étais à une étape où, alors, je vais pas dire que j'aurais accepté de diviser mon salaire par 4 et dire à ma femme on déménage, mais pour autant, je cherchais un vrai projet déjà entrepreneurial, de création, où j'avais quand même plus la main sur mes choix et de voir encore plus vite l'effet de tes décisions et de tes actes, puisque voilà, j'ai une boîte de conseil qui faisait moins de 1000 salariés en France, donc quasi tout le monde se connaît, et ça m'a ramené un peu aux entreprises que j'ai connues en début de carrière, quoi. Ok. Et je sais que ce saut que tu as fait, plusieurs personnes, de nombreuses personnes en vrai, pour en discuter avec du monde, envisagent de le faire, mais osent pas franchir le pas. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner avec le recul que tu as? Moi, j'ai toujours envie de dire, c'est confortable. Ouais, il faut oser. Enfin, pour moi, il faut quand même bien y réfléchir. Il faut une certaine certitude. Il faut bien analyser tu parles d'un saut. C'est quoi ce saut? Enfin, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Qu'est-ce qu'on est prêt à gagner? Qu'est-ce qu'on vise? Il faut être sûr de son projet. Si ce que tu cherches dans ton projet, moi, c'était mon cas, c'était un peu d'indépendance, un peu de liberté, d'autonomie. Je l'ai eu. Et je me souviens encore une fois, mes 100 jours, je suis retombé sur le document il y a pas longtemps que j'avais décrit à mon patron de l'époque. Je me souviens que moi je lui ai dit, le premier mot que j'ai retrouvé, c'est liberté. Alors j'étais très heureux dans le groupe BPCE, j'avais un super job, j'avais des super collègues, mais dans les très grosses boîtes comme ça, on passerait quand même beaucoup de temps à faire du reporting, du suivi, les mêmes PowerPoint plusieurs fois. Et en fait, en me retrouvant dans le cabinet de conseil, j'ai mon PNL. Donc je me suis retrouvé, alors à la fois avec cette grande liberté de dire tant que t'es dans ton budget, en fait tu peux faire, et la crainte que ça amène. Et moi je me souviens, mon patron, celui qui m'a recruté, on a eu une super relation. Je me souviens qu'à chaque discussion à la fin, il était très porté conseil, donc il a toujours été à l'écoute, parce qu'au début j'étais quand même un peu perdu, j'allais le voir, et toujours à m'écouter, me donner des conseils, mais il terminait toujours sa phrase par « mais c'est toi qui décides ». Et je me rendais compte à la fois que c'était hyper excitant, mais c'était stressant aussi. Parce que limite, quand tu es dans un grand groupe comme BPCE, on te dit, t'as une décision à prendre, tu sors le book, alors je vais imaginer, mais tu sors le book de procédure, page 143, t'as la réponse à ta question. Ouais. Ou du moins, tu sais que t'as un chef, qui lui-même a un chef, puis il y en a encore un autre. Ouais. Quand t'es dans une petite boîte, ou une plus petite boîte, où t'es le directeur, et que ton N+2, c'est déjà le DG, tu vas pas le déranger pour poser une question, donc t'as plus de liberté. Encore une fois, tu fais plus tes choix, mais c'est aussi plus engageant, quoi. C'est marrant si ce concept de liberté, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi quelque chose qu'on va chercher, et on a mis du temps, moi j'ai mis du temps à comprendre que liberté ne veut pas dire plus de temps pour soi, ça veut juste dire plus de marge de manœuvre. C'est ça. Et c'est complètement différent, mais c'est quelque chose qui peut être très grisant, en tout cas pour nous c'est forcément quelque chose qui est ultra grisant, je sais pas si c'est le terme, qu'on puisse prendre des décisions et du coup assumer la responsabilité pleine de ces décisions. Mais c'est pas du tout plus de liberté. Je peux aller aux Bahamas un mois si j'ai envie. Il paraît que oui, mais après. Mais en fait, ça se fait pas comme ça. Le retour est plus difficile. Ouais, mais et c'est là où, par rapport à ta question, Nicolas, faut être sûr de ce que t'as envie, et se challenger aussi, parce que se retrouver du jour au lendemain face à cette liberté, c'est hyper engageant. Enfin, si tu vas voir ton patron toutes les 10 minutes parce que tu veux te faire valider tout un tas de choses, ça va pas le faire, quoi. Ta période d'essai pour être plus courte, quoi. Donc, justement, parce que je repense à quelqu'un, une amie, plus de 50 ans, grand groupe, elle sent qu'elle est placardisée, mais elle se dit, je sais pas quoi faire. Si je bouge ailleurs, le marché est beaucoup plus tendu qu'avant, même si je suis un profil plutôt tech, je fais au moins moins 20%, minimum, moins 20, moins 30 minimum. Donc ce qui vaut, qu'est-ce que je fais, quoi? Je reste dans mon placard, ou après je suis bien dans mon placard, je suis bien payé. C'est vraiment la question que je me suis posée. Enfin, si tu veux, mon choix il s'est pas fait. Je vais pas claquer des doigts. Je saurais pas te dire combien de temps ça a duré. Je pense que j'ai quand même mûri pendant quelques mois à me poser des questions et à me dire en fait qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux. Mais en me disant aussi, si j'attends trop, il y a un moment où j'aurais peur, j'aurais plus le temps. Effectivement, ça deviendra des regrets. Il y a quand même cette période, je sais pas, on pourrait peut-être appeler d'incubation, qui est quand même nécessaire, parce que oui, c'est quand même un saut dans l'inconnu. C'est est-ce que j'accepte de perdre de la REM, et typiquement, si tu ne peux pas, bouge pas, quoi, tu restes. Mais voilà, moi j'avais toujours peur, c'était ma phrase de l'époque, j'ai toujours peur de devenir tout gris, quoi, devenir tout triste et puis être celui que j'avais l'habitude d'être, quoi.
De perdre ta flamme. Et pour continuer à creuser un tout petit peu ce sujet, parce qu'effectivement, on rencontre pas mal de leaders RH de, je sais pas exactement quel âge, parce que je demande pas quel âge ils ont, mais on va dire plus de 40 ans qui sont en transition et qui cherchent un nouveau challenge. Toi, on le sait parce qu'on l'a vu, on a parlé plein de fois. Il y a beaucoup de gens qui te contactent. T'as réussi à avoir cette relation client. Comment est-ce que ce serait quoi le conseil justement pour en tant que leader RH mieux se vendre, ou en tout cas créer les connexions qui vont faire que les gens vont te faire confiance pour se lancer voir un parachute. Et voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a aperçu que t'as... Moi, je dirais, par rapport au leader RH qui nous écoute, c'est, en fait, qu'est-ce qui me passionne en tant que leader RH, c'est quoi mon job, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et demain vers quoi je veux me concentrer. Tu vois, encore une fois, quand je reviens sur les questions que je me suis posées moi chez BPCE, donc le SIRH, ça me passionnait, mais le SIRH, j'ai envie de dire, tout le monde peut l'apprendre, et je me disais, est-ce que je serais pas prêt à aller vers autre chose, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que oui, encore une fois, moi ce qui me passionne, c'est la relation client. Alors dans le SIRH, j'y trouve mon bonheur parce qu'en plus c'est une matière que j'ai vraiment appris et que j'apprécie. Donc je suis allé chercher au fond de moi qu'est-ce qui me passionnait vraiment et qu'est-ce qui me permettrait demain de m'éclater dans un boulot. Voilà, c'est cette partie relation client et puis relation tout court que j'aime bien, qui m'a aidé. Parce que le leader RH tel qu'on peut le définir, en fait, il a une palette d'abord souvent de compétences, mais de périmètres qui est très large. Enfin, aujourd'hui, on l'entend beaucoup dans vos podcasts d'ailleurs. Les DRH, ils font beaucoup de choses, ils en font de plus en plus. Parfois on coupe, parfois on en rajoute. Et au final, est-ce que tu arrives à retrouver dans tout ça une compétence ou une appétence vraiment qui te fait vibrer, qui te dit, c'est vers ça que je veux aller, quoi. Ok. Et si je suis cash, t'as partiellement répondu. Donc là, t'as fait un deuxième grand saut. J'allais dire, si je suis cash, qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui ? Eh bien, je dirais toujours la liberté, ça reste. Donc, là, dans ma nouvelle étape, je me suis affranchi encore de plus de contraintes que j'avais, de rendre des comptes, de PNL. Ça maintenant, voilà, en tant qu'indépendant, je les ai plus non plus. C'est d'autres problématiques. Et là, c'est beaucoup l'indépendance, de me dire en fait, j'ai besoin de plus de liberté, mais plus d'indépendance. Et encore une fois, de continuer à me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que là, quand j'en ai discuté avec quelques amis, quelques ex-collègues qui me disent mais du coup tu vas refaire beaucoup plus d'opérationnel, ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte là aussi, quand j'ai fait le bilan de mes presque 3 ans en boîte de conseil, alors j'ai beaucoup aimé les relations avec mes collègues, monter le business, faire mon premier budget. Au bout de la 3e année à présenter son budget, ça va être quoi les TJ, ça va être quoi qu'est-ce que va aller nous chercher le commerce comme chiffre d'affaires, etc., qui ne feront pas de toute façon. Derrière tout ça, je me suis dit, mais là où je me suis vraiment passionné, c'est vraiment les choses concrètes et les missions sur lesquelles j'ai pu participer. Donc l'avant-vente, j'adorais ça. Donc la relation avec les DRH, les décideurs, pour discuter avec eux, comprendre leurs problématiques et déjà les conseiller d'ailleurs en avant-vente, ce que j'aime beaucoup faire. Et après, aller sur des missions, même si c'est que des rôles de sponsor, parce que je me rends compte que la vraie vie, elle est là et ça me passionne vraiment. Donc j'ai pas l'impression de... En tout cas, si je parle de refaire de l'opérationnel, pour moi, il n'y a rien de dénigrant, quoi. Je suis très content et très excité de repartir sur des choses un peu plus terrain et d'être un peu plus dans la construction de plans de transfo chez les clients. Ouais, tout reste à faire, du coup. Exactement. Ok, je vois bien la sensation. Génial. Bravo pour avoir franchi ce deuxième saut, étape par étape. Si on zoome un petit peu sur la partie embauche des seniors, qui, comme tu disais tout à l'heure, est un sujet de cœur pour toi. Déjà, c'est quoi ton regard sur le sujet, pour commencer ? En fait, les seniors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors ça s'est un peu calmé là depuis quelques mois, mais ils ont un peu subi la même chose que quand on a parlé de diversité globalement, d'égalité, où on en parle beaucoup.
mais au final, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font vraiment? Est-ce qu'elles investissent vraiment sur leurs seniors? Est-ce que les seniors, ils ont leur place dans la boîte? Est-ce qu'ils sont toujours dans le développement? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'ils rapportent à l'entreprise? On a mis une colonne sur ce qu'ils rapportent. Je pense que ça manque beaucoup. L'un de vous parlait de placardisation. C'est quand même encore des choses qu'on trouve beaucoup. C'est que les seniors, à un moment, on leur dit non mais ce que tu fais, tu le fais tellement bien. Enfin, continue. Et alors c'est un peu ce qu'on m'a dit chez BPCE à l'époque en me disant mais t'es tellement bien là où t'es, c'est là qu'il faut que tu restes. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être un message que j'aurais entendu 1 ou 2 ans avant la retraite en me disant allez Christian, pose-toi un peu, profite, et puis oui, va au bout, transmets ce que tu connais, etc. Quand t'es 8-10 ans avant la retraite, te dire t'es bien à ton poste, reste-y. Alors peut-être que, et je suis sûr, il y a des gens, ça doit les rassurer, c'est très bien. Et il y en a, c'est mon cas. Pour moi, c'était hyper anxiogène. Maintenant, j'ai besoin que ça bouge. On est encore beaucoup confronté à le senior, la technologie, c'est pas son truc. Il y en a sûrement, mais moi pour le coup, alors je vois que mes enfants, ils sont dans une génération où ils sont nés avant l'an 2000, mais normalement ils sont hyper digitaux. Ils le sont pas tant que ça. C'est moi aujourd'hui qui leur apprends ce qu'on peut faire avec ChatGPT, ils savent pas ce que c'est. Ils s'y intéressent pas suffisamment par rapport à leur job. Et puis quand bien même parfois ils sont très habiles et très agiles avec du digital, oui dans la vie privée, mais le transposer dans l'entreprise, en fait pour moi c'est une vraie problématique. Et les entreprises d'ailleurs, je pense commencent de plus en plus à s'en emparer en disant on a 4 ou 5 générations de plus en plus dans les entreprises et tout le monde a une maturité différente sur le digital, un usage différent, et je pense qu'il faut pas se tromper en utilisant des stéréotypes en disant les vieux d'un côté il va falloir les aider et les jeunes ils vont booster et je crois pas. Et d'ailleurs comment tu fais, parce que t'as quand même un profil particulier, tu vois, si t'es plus digital que tes enfants, ça veut dire que c'est quand même un cas un peu forcément particulier, parce que tes enfants ils vont aussi être plus vieux à un moment, ils vont être voilà. Du coup, ce serait quoi toi qui es de l'autre côté, ce serait quoi concrètement ce que les entreprises pourraient faire pour avoir un plan logique, concret pour accompagner les seniors, quoi. Je sais pas si on doit utiliser ce terme senior d'ailleurs, je crois que c'est pas trop mais si, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est pas un gros mot, hein. Enfin, pour moi, senior, pour moi, c'est une valeur. Donc, je suis pas gêné. Alors, je suis pas pressé d'avoir une carte senior dans les transports, parce que je sais où ça nous mène en termes d'âge. Mais non, dans l'entreprise, pour moi, senior, ça doit être bien utilisé. Après, alors, on reviendra quand on parlera de SIRH. Moi, depuis longtemps sur le SIRH, il y a quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est l'individualisation. Parce que longtemps, en RH et en SIRH, en fait, on a massifié. On met en place des outils pour aller vite, tout le monde est pareil, tout le monde vit la même expérience. Et en fait, ça, dans la vie d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Et aussi bien en digital qu'en autre chose. Enfin, moi, quand on parle des relations sociales et des accords collectifs, moi, je pense qu'il en faut parce que ça met du cadre dans l'entreprise, mais aujourd'hui c'est totalement has-been par rapport à la vie de tous les jours. Enfin, moi je rêve d'une entreprise qui signe un jour un accord de temps de travail par exemple, où en fait t'es tout un tas de choix possibles que tu puisses cocher des cases. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de ma vie, mais moi j'ai mes enfants dans les années 90, pas de RTT. Donc à l'époque, t'as tes 5 semaines de congés payés. Mon épouse et moi, on travaillait chacun dans une entreprise différente. Quand tu te lèves le matin, Nicolas va savoir de quoi je parle, et qu'il y en a un qui est tout rouge, tu t'approches, il est chaud, il a l'air d'être malade, on se regardait, qui perd sa journée de travail aujourd'hui? À cette époque-là, dans les années 90, j'aurais adoré avoir mes RTT. J'ai un enfant qui a de la fièvre ce matin. J'aurais adoré, à contrario, j'ai 50 ans, je suis toujours dans cette boîte-là, mais 44 jours de congé, c'est beaucoup trop. Et donc je me suis rendu compte que sur un cycle de vie, en fait, l'accord temps de travail, tu devrais pouvoir, cliquer des options et tous les ans ou tous les 2 ans pouvoir dire, là, je prends mes 10 jours de RTT, puis pendant 2 ans, je les veux pas, ou pas si simple que ça. Et j'ai envie de dire, par rapport à la question sur les seniors, leur appétence, etc., c'est pareil. Il faut pas faire de généralité. Il faut aller chercher les gens, il faut sensibiliser, diagnostiquer et pas avoir d'a priori. Dans la boîte de conseil dans laquelle j'étais, on a lancé un plan, comme tout le monde, sur l'IA, la sensibilisation. J'ai fait partie des ambassadeurs. J'étais plus vieux de l'équipe, plus vieux du CODIR aussi d'ailleurs, et c'est moi qui faisais la sensibilisation, et j'avais des consultants qui avaient 30 ans que je sensibilisais, et ça a été absolument génial. Jamais un qui m'a regardé en me disant mais qu'est-ce qu'il veut le vieux, et j'ai jamais non plus, mais
on était vraiment dans le partage, dans l'échange. Et là, pour le coup, alors en ce moment, il y a beaucoup de choses sur l'intergénérationnel. Pour moi, ça en fait partie. Enfin, il n'y a pas les jeunes qui forment les vieux qui forment les jeunes. En fait, il faut bien travailler sur les compétences, les appétences, et positionner les gens par rapport à ce qu'ils aiment. Donc, effectivement, je suis à contre-courant, je suis peut-être un peu un ovni parce que moi j'adore le digital et j'ai des collègues du même âge que moi qui n'aiment pas, mais c'est pas grave parce qu'ils ont sûrement d'autres choses qui pourraient amener. C'est en ça que les organisations basées sur les compétences font complètement sens et que toutes les boîtes du CAC 40 sont en train de se battre en interne pour mettre en place ce système qui est pas forcément facile à mettre en place. Ouais. Effectivement, c'est là où on voit plus juste une personne par rapport à le nombre d'années qu'elle a passé dans l'entreprise, mais plutôt par rapport à est-ce qu'elle a cette compétence, cette appétence. Et notamment des compétences qu'elle a pu acquérir en dehors de l'entreprise. Et ça qu'on a beaucoup de mal à capter aujourd'hui dans les entreprises. Qui sont invisibles aujourd'hui. Ok. Je pense que c'est le bon timing pour ouvrir un nouveau chapitre. Pour faire un petit focus sur les SIRH. Alors, c'est marrant parce qu'on a discuté quelques fois de missions ou de projets qui se lançaient de ton côté. Généralement, c'est quand il y avait un client qui était peut-être un petit peu perdu par rapport à son SIRH, le SIRH avait été délaissé. Ça se lançait plus ou moins vite par rapport aux discussions qu'on a eues. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ta vision du SIRH. Est-ce que tu peux déjà définir ce qu'est un SIRH et après on va creuser sur c'est quoi les bonnes pratiques pour vraiment bien cadrer des missions SIRH. Alors le SIRH c'est très vaste, enfin sa définition c'est toutes les fonctions informatiques qu'on va mettre à la disposition des ressources humaines. Donc le plus connu, et c'est comme ça que ça a démarré je pense dans les années 50 ou 60, c'est la paye qui a été le premier moteur, et aujourd'hui un SIRH ça peut être très large, on va couvrir tous les process RH de l'entreprise, le recrutement, les compétences, les talents, donc la paye, la gestion administrative, énormément de choses autour du SIRH. Donc ça peut être très vaste. Je sais qu'on reparlera probablement des éditeurs du marché. Le marché est très vaste aussi. Il bouge beaucoup, donc on crée tous les jours, on détruit aussi régulièrement, donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Par rapport à ce que tu dis, les missions SIRH moi, ce que je trouve passionnant dans le monde des SIRH, et là j'invite vraiment les DRH, les leaders à se poser ces questions-là, c'est ce temps de réflexion avant de se lancer dans un projet. C'est que on se rend compte parfois que on est titillé par un sujet. Ah là là, le onboarding marche pas. On a entendu parler. Tout le monde a un bulletin digital, pas nous. Tout le monde fait filiation électronique, pas nous. Et donc les entreprises se jettent un peu rapidement sur un projet SIRH. Et je trouve ça toujours assez dangereux. Et moi j'aime bien ce temps de réflexion amont, comme moi j'appelle le schéma directeur. Donc ça peut paraître énorme. Un schéma directeur, c'est un truc qui peut être fait en 15-20 jours. C'est pas forcément des très gros projets, mais c'est prendre le temps de se poser sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est quoi la stratégie de l'entreprise, et je parle pas de RH, je parle de la stratégie de l'entreprise. On parlera aussi un petit peu de la stratégie RH bien sûr, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, et sur cette base-là de dire, et là c'est l'expert SIRH, le conseil qui doit être donné, c'est sur la base de ce que vous avez, de votre stratégie et de ce qui vous manque, vers quoi vous devez aller et quelle trajectoire vous pouvez emprunter. Et pour moi, c'est super révélateur parce qu'il y a encore quelques mois, j'accompagnais un client qui m'avait sollicité en me disant moi, vraiment, ce qui fonctionne pas, c'est la paye. J'ai vraiment un problème avec la paye, je veux faire un cahier des charges, je veux faire un appel d'offres. Bon, du coup, on discute un petit peu et j'essaye de l'attirer vers le schéma directeur. Et quand il se rend compte que c'est une mission qui est pas si coûteuse que ça en jour, qui va un peu, voilà, ça, j'ai réussi à lui vendre le sujet. Ok, on lance un schéma directeur. Le truc, il a été fait sur 6 semaines. Au final, ce qu'on a proposé derrière, c'est tout sauf la paye. Elle est dans le schéma directeur, mais c'est vraiment la dernière brique, parce que au final, par rapport aux enjeux de cette entreprise, qui était une industrie, par rapport aux enjeux de cette entreprise, aux problématiques rencontrées par les équipes, en fait, la paye, oui, c'est ce qui paraissait cristallisé, peut-être parce que la personne de la paye avait remonté des sujets plus forts que les autres, ou il y avait peut-être une criticité plus forte, mais au final, quand on a terminé l'étude, en fait, la paye, c'était pas l'urgence, c'était vraiment pas l'urgence. Il fallait la traiter, mais c'était pas ça. Et cette entreprise est en train aujourd'hui de lancer un projet SIRH et elle va pas du tout démarrer par la paye. Ok. Et on a eu un autre exemple ensemble avec un client qui avait envie de lancer absolument, de renforcer son SIRH, un peu toutes les briques. Il n'avait pas forcément de ordre de priorité. C'était un peu, on lance tout, il y a peut-être l'onboarding en priorité. Et quand on lui a posé la question, c'est quoi le plus important pour vous entre un SIRH efficace, donc rapidement, ou alors un SIRH qui propose une bonne expérience utilisateur, donc employé.
ils savaient pas trop quoi répondre. Est-ce que toi t'as une préférence? Est-ce que tu préfères réfléchir à l'expérience d'abord et proposer un SIRH qui matche avec l'expérience, ou alors tu préfères proposer un SIRH qui est efficace et après de voir l'expérience qui en découle par la suite? Alors, moi, ma réponse personnelle sera l'expérience. Ouais. Mais c'est ma réponse personnelle. Après, dans un schéma directeur, évidemment, à un moment, on va discuter avec notamment les dirigeants, le DG et le DRH, et il va falloir les faire choisir. Et là, ça va être difficile parce que, alors, j'ai fait beaucoup d'informatique dans ma vie et je me souviens, on a utilisé à un moment une méthode projet et je me souviens sur la première slide, on disait au client, il y avait un triangle qui était dessiné et on disait tu dois choisir entre le coût, le délai et la qualité. Et là, le client, non, mais moi je veux tout. Non, mais pas tout. C'est-à-dire que on va être de temps en temps confronté à des arbitrages et les trois, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il faut en choisir un? Et sur le SIRH, moi, je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on va discuter, quand on va créer ce schéma directeur, la question qu'on doit, c'est pas la question, c'est la réponse qu'on doit obtenir du client. En fait, c'est quoi sa priorité? Et là, les entretiens qu'on va mener, les réflexions, la stratégie qu'on va avoir, t'en as certains où effectivement, on se rend compte que la priorité, c'est l'expérience, parce qu'elle est mauvaise chez eux, parce qu'ils ont un turnover important, parce que tout le monde trouve que les outils sont tout pourris ou ils sont trop absents, etc. Et donc, il faut qu'on aille chercher cette information pour dire aux dirigeants, en fait, par rapport à votre stratégie, c'est vers ça qu'il faut aller. Et en fait, tu peux avoir tout et son contraire. Moi, je me souviens avoir fait une mission autour de l'expérience collaborateur aussi à un moment, où donc là, la mission expérience collaborateur, c'est justement rencontrer dans l'entreprise des gens qui vont bien, regarder les outils pour dire quelle est l'expérience qui est vécue aujourd'hui et comment on peut l'améliorer. Et je me souviens être allé voir le DRH en disant on va vous proposer effectivement une évolution de notre SIRH, mais il y a 3 scénarios différents. Le premier, c'est si vous voulez, la priorité c'est l'expérience salariée, voilà la trajectoire. Si votre priorité c'est l'expérience manager, voilà la trajectoire. Et si c'est l'expérience RH, voilà la trajectoire. Et c'est hyper troublant parce que à la fin, on va arriver à peu près sur le même SIRH, mais la trajectoire sera pas la même. Et là, à la fin, dans on met le dirigeant, plusieurs années, quoi. Et là, on met le dirigeant ou le DRH face à un choix. C'est-à-dire qu'il peut pas avoir les 3. Tu peux pas dire, je vais déployer un SIRH et mon premier effet waouh, c'est une meilleure expérience pour tous. C'est quasiment pas possible. Donc il va falloir faire un choix. Et ce choix-là, c'est intéressant de le factualiser, parce que derrière, ça te permet de conduire le changement, de répondre aux questions et pas faire de fausses promesses non plus en disant à tous les collaborateurs, regardez, on va mettre un billet sur la table, on va acheter un super SIRH, ça va changer votre vie. Non, parce que tu sais ce que tu mets en termes de priorité, tu choisis ton effet waouh en tant que DRH, et ça c'est important. Parce que pour moi, la meilleure réussite, c'est d'être au rendez-vous de ses promesses. Et puis il faut choisir la priorité et après il faut l'assumer entre guillemets, c'est-à-dire prendre le temps. Si on met vraiment l'expérience au centre, il faut être capable de prendre le temps pour vraiment définir l'expérience avec les utilisateurs qu'on a priorisés. Donc ça peut être les RH, les managers, les employés, ou alors même un métier donné. Exactement. Et ça c'est aussi quelque chose qui est super important. Effectivement, l'idée c'est pas de déployer directement le SIRH, voire même choisir l'éditeur, on va en parler après, une fois qu'on a défini l'expérience, et de mettre l'expérience qu'on a imaginée avec les utilisateurs dans le cahier des charges en disant on aimerait un SIRH qui fasse ça, est-ce que vous rentrez dedans ou pas? C'est hyper intéressant. Et derrière on va aussi saluer Yalcine qui est DRH de la Caisse d'épargne de France et qui était notre premier invité. Donc c'est l'épisode 1 de Dimension RH, on vous le recommande fortement. Et lui, il est allé assez loin là-dessus. C'est-à-dire que il disait que d'habitude, on voyait souvent par ordre de priorité, on prenait un outil. Sur l'outil, on définissait un processus. Ensuite, le processus allait définir une expérience. Et puis, on le voyait comme ça. Lui, il a pris le problème dans l'autre sens. Il définissait un parcours. Ensuite, il allait choisir l'outil, il allait définir un process, et à la fin, il allait définir l'outil. Et il allait même encore plus loin, lui. Il a rajouté une brique avant, il voulait définir une émotion. Et ça, on s'est dit, waouh, ok, c'est quand même assez avancé. C'est sur un moment donné dans la vie d'un collaborateur, c'est la fin de son onboarding, il a eu des enfants, il revient de congé maternité, etc. Quelle émotion on veut lui faire vivre? Et en fonction de cette émotion, on va définir un parcours, définir un process et définir un outil. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, si on a des ambitions fortes en termes d'expérience, et se dire de pas se jeter sur le premier SIRH qu'on a en tête, mais vraiment de prendre le temps de définir ces stratégies-là. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, l'exemple de la caisse d'épargne, tu sais à quel point je connais très bien le monde des caisses d'épargne,
Et cette impulsion dans la caisse d'épargne, elle peut être donnée de manière différente par les DRH. Elle vient beaucoup de ce que la caisse d'épargne veut faire vivre à ses clients. Oui. Et moi, je me souviens, à l'époque où j'étais chez BPCE, on avait un patron du digital qui était arrivé. Et son mot de tous les jours, c'était la symétrie des attentions. En disant, on veut tous les jours faire vivre des expériences et des émotions, et on veut être dans les moments de vie de nos clients en termes de banque. Et ben en fait, on veut faire la même chose pour les salariés. Et ça amène de fait des DRH comme Yalcin à avoir vraiment intégré l'expérience collaborateur comme l'expérience client. Et il était ancien directeur du digital et du coup de l'expérience client, donc il a amené ça. Exactement. Ok, super. Est-ce que on va peut-être passer aux éditeurs une petite question. Ça va être quoi les points de vigilance à avoir quand tu travailles avec un éditeur, avec un partenaire? Comment est-ce que tu construis cette relation? Alors déjà, pour moi, le sujet qui est important, c'est qu'il n'y a pas un éditeur meilleur qu'un autre. Parce que j'ai souvent, moi, quand je commence à échanger avec des clients, quand on est en amont on va sûrement faire un cahier des charges, on va sûrement faire une aide au choix, c'est Christian, vous voyez qui? En fait, je vois personne. Parce que tous les éditeurs, globalement, fournissent des outils de qualité. Par contre, chaque client trouvera le sien. Celui qui apportera l'expérience qui est attendue, celui qui apportera les compétences, le feeling avec l'équipe aussi. Pour moi, c'est super important. Si tu mets des mots derrière l'expérience qui évolue, l'expérience, ça va être par exemple les écrans. Les écrans fournis, j'ai eu la chance de faire d'accompagner une entreprise là avant de quitter ma boîte de conseil sur un choix d'un outil RH. C'était dans une grosse association, c'est un millier de salariés à peu près. Et je me souviens qu'on a vu des éditeurs, mais très très différents, avec certains qui avaient des écrans extrêmement épurés et d'autres des écrans plutôt chargés. Et puis alors chargé pas de technologie, chargé d'informations et là c'est assez intéressant de voir ton client. Et typiquement je me souviens bien, l'équipe RH était plutôt waouh à applaudir quand l'écran était épuré, ça semblait simple, il y a 3 clics, c'était fait. Il y avait l'équipe IT qui était là parce que SIRH, j'aime bien souvent le dire, c'est assez bizarre de faire du SIRH, c'est dans la même phrase on met IT et ressources humaines. Et on a l'impression que ça peut pas vraiment cohabiter. Et pour le coup, l'équipe IT, alors quand il y avait rien sur l'écran, ça veut dire ça doit pas faire grand chose. Et alors quand il y a un méga tableau de bord, là ça y est, on commence à faire des trucs sérieux. Donc c'est là où l'expérience, tu vas déployer un outil SIRH dans une boîte d'ingénieurs, t'auras pas forcément le même dans une boîte de la santé ou dans une boîte de l'enseignement, parce que la culture fait que ça sera pas tout à fait différent. Donc c'est ce que je mets derrière expérience. Après bien sûr il y a toute la partie des fonctionnalités, et là ça ramène à la partie cahier des charges. Je rencontre aussi parfois des clients qui pensent que je passe 3 coups de fil, je vais sur un salon, je téléphone à 3-4 éditeurs en avant-vente et globalement c'est bon, j'ai fait mon choix. C'est super dangereux. On a l'impression que cet aspect cahier des charges, c'est administratif, on va écrire des choses mais moi c'est des moments que je trouve vraiment passionnants, c'est de challenger son client en lui disant mais de quoi tu as besoin, mais de quoi tu as vraiment besoin. Et typiquement quand tu rédiges un cahier des charges, tu prépares aussi la réponse à l'appel d'offres, c'est-à-dire que tu commences à dire telle fonctionnalité, bon tu la veux, qu'est-ce qui se passe si elle n'y est pas, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles tu vas dire c'est éliminatoire, quelles sont celles où tu peux faire un effort. Et ça, tu vas construire petit à petit le besoin du client sur lequel un éditeur devra... Tu fais plusieurs colonnes, indispensables, bien, exactement. Et tu classes... Ça, tu le fais au moment du cahier des charges, et donc ça te sert au moment de la notation quand tu as les éditeurs qui vont te répondre, parce que tout le monde va pas forcément avoir choisi les mêmes axes de développement, tout n'est pas en standard de la même manière, tout se fait pas de la même manière, et là tu construis ça au fur et à mesure. Mais je me rends compte que ce cahier des charges, au-delà de l'aspect c'est quand même un peu administratif, en rédiger un document, il y a quand même une vraie expérience vécue là aussi par l'équipe projet qui petit à petit se prépare à voir arriver son nouvel outil, parfois en chemin va déjà abandonner des idées. Parce que, et là l'intérêt aussi d'être accompagné par des consultants ou un consultant, c'est de dire on a aussi une expérience du terrain, on va vous dire ce qui marche bien chez les uns et chez les autres. Donc ne partez pas sur des idées qui sont votre fonctionnement depuis 20 ans, parce que au cas c'est votre fonctionnement et c'est pas ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et puis d'amener aussi des idées. Parce que je me rends compte, et j'ai accompagné parfois des boîtes qui ont changé d'outil, ça faisait juste 20 ou 30 ans qu'elles utilisaient le même outil. C'est quand même super difficile d'un seul coup de dire je vais rédiger quelque chose qui va me permettre de changer de dimension, de changer de millénaire pour certains. Et là l'apport extérieur il est important pour éclairer ce à quoi on n'aurait pas pensé, et ne surtout pas
alors j'allais dire bêtement, le mot est un peu dur, mais bêtement rédiger ce qu'on fait aujourd'hui pour être sûr d'avoir la même chose demain. Parce qu'à ce moment-là, ça sert à quoi de changer? À part pour une rupture technologique, il n'y a pas d'intérêt. Et d'après toi, c'est quoi les déclencheurs qui fait que c'est le bon moment d'investir ou de changer son SIRH? Parce que ça coûte très cher. En général? Oui, enfin... très cher, tout est relatif. Ouais. Oui, j'aurais du mal à dire très cher. En fait, ça dépend ce que tu veux. C'est un investissement conséquent. C'est un investissement. En temps c'est un et en argent. Plus en temps qu'en argent. Ça, c'est souvent, je dirais, la face cachée de l'iceberg d'un outil SIRH. C'est toute la partie, on prépare le projet, on va faire beaucoup de spécifications, on va faire de la recette. Ça prend beaucoup de temps, parce que l'éditeur, il va toujours te vendre le truc en 20 jours. Et lui, il va peut-être y passer 20 jours, mais toi, tu y passeras 200 jours, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est super important. Les déclencheurs sont de plusieurs natures. Celui qu'on trouve le plus souvent, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui des entreprises qui ont des SIRH, qui, par exemple, sont pas encore... c'est pas une punition, hein, sont pas encore dans le cloud parce qu'ils ont acheté des licences il y a un certain nombre d'années, ça fonctionne bien comme ça, et là tu as une vraie obsolescence technologique sur laquelle il va falloir pouvoir progresser. Après, ce qui fait bouger les SIRH, c'est aussi des éditeurs qui sont plus au rendez-vous, donc ça te donne envie de changer. Ça va être aussi la simplification. Donc ça se traduit par des frustrations du terrain ou... Exactement, et qui peuvent être amenés, alors beaucoup par le turnover, parce que alors là, les DRH qui changent de boîte vont venir avec d'autres types d'expériences, d'autres types d'outils, d'autres types de solutions. Donc ça, c'est intéressant aussi de les écouter. Et puis le marché évolue vite, donc les éditeurs changent vite. Il y en a qui vont aller plus vite sur certaines fonctions que d'autres, qui vont communiquer mieux aussi. Donc attention au chant des sirènes aussi. Donc les déclencheurs, ils peuvent être de plusieurs natures. Le déclencheur va être aussi quand l'entreprise va avoir une certaine taille. Donc elle va faire des fusions, acquisitions, et ça allait très bien avec un certain outil, puis là elle se rend compte à un moment que elle a pris une taille qui fait que gérer X filiales ou gérer X pays, ça peut plus fonctionner avec l'outil historique. Une taille ou un ordre de grandeur où tu dis là ça fait sens d'investir, quoi. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, à toutes les échelles, l'entreprise doit avoir un SIRH. Enfin, une boîte de 300 personnes, elle doit avoir un SIRH. Donc, elle n'aura pas le même que celle de 3000 ou celle de 30 000, mais elle doit en avoir un. Pour moi, ça démarre quand même assez tôt. Et là, on va avoir des solutions qui sont pas très chères et qui vont permettre déjà de faire beaucoup de choses. Ok. Attends, je vais juste ton micro comme ça pour être sûr. Hop. Tu peux le tourner un tout petit peu. Ouais. Non, l'autre côté. Ouais, on rigole vraiment pas avec le micro. Ouais, je vois ça. Ça arrive pas, ça met sur un niveau là. Non, mais comme ça, on est sûr. Et si tu devais lister un top 3 des critères les plus importants quand tu dois choisir un éditeur SIRH? Après, j'ai l'impression, vu la réponse que tu vas donner avant, que ça va aussi dépendre de la taille d'entreprise. Et si on fait ETI grand moyen groupe. et grand, ou ETI grand groupe et très grand groupe. C'est difficile à répondre à ce type d'éléments. Par exemple, quand on va être dans les groupes, les très grands groupes, souvent les critères qui vont être les plus difficiles, c'est la sécurité. Enfin, moi, ayant été chez BPCE, le parcours sécurité pour un éditeur, quelle que soit la taille de l'éditeur, c'était quand même une punition. Punition parce que, on vous a approché d'une banque, donc les systèmes de sécurité sont extrêmement aboutis. Il faut passer dans des comités, remplir des formulaires, faire des due diligence, faire des choses quand même un peu dingues entre guillemets, parce que la sécurité, elle va être extrêmement forte. Et ça peut faire fuir des éditeurs qui souhaiteraient ne pas répondre à un appel d'offres ou qui pourraient se faire sortir au moment de l'appel d'offres parce que pas en capacité de répondre à ces questions-là. Donc les critères ils vont être très variables d'une entreprise à une autre. On va toujours retrouver la sécurité, on va retrouver les coûts. Évidemment, ça on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, les entreprises, là, quand on va être dans des plus petites entreprises, une entreprise de 300 ou 500 salariés, elle peut pas mettre 300 000 euros par an pour un SIRH, quoi. C'est évident. Pour autant, elle a besoin d'un SIRH. Donc là, on va avoir, on pète sur les mêmes éditeurs. Et puis après, le critère qui est le plus difficile à évaluer, mais quels que soient les grands et les petits groupes, en fait, c'est la flexibilité de l'éditeur. C'est-à-dire à quel moment l'éditeur, aujourd'hui, il est encore capable d'être à l'écoute de son client. Aujourd'hui, quand je suis un éditeur américain, un éditeur international, un français de grande taille, ou est-ce que je suis encore à l'écoute de mon client, ou est-ce que je lui impose des choses? Et là, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément lié à la taille de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui restent fortement à l'écoute
des clients. D'autres ont un peu oublié qu'il y avait des clients. C'est un peu dommage. Et t'as le droit de citer des noms. Hein. Et on va voir des clubs utilisateurs, par exemple, qui vont être utilisés par les uns et que les autres, et te rendre compte que t'as la capacité de faire évoluer ton outil, même quand face à toi, t'as un éditeur international qui pèse des dizaines de milliers de salariés. Et voilà, ça s'invente pas, et ça peut être des critères très forts d'une entreprise à une autre, qui voudra pas juste prendre du standard et juste s'adapter à ce que l'éditeur va lui dire, quoi. Et tu parlais tout à l'heure qu'il fallait un fit, en tout cas une relation, un coup de cœur entre éditeur et client. Ce serait quoi les critères de succès ou ce serait quoi les premiers réflexes que tu aurais pour créer une relation forte de partenariat avec un éditeur pour que ça marche? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans l'avant-vente. Et moi, je dis toujours à mes clients d'être très prudents sur la période avant-vente. Alors, je ne vais critiquer personne, je donnerai pas de nom, mais les équipes avant-vente, souvent, sont extrêmement brillantes. Parce qu'ils sont formés à ça. Donc, ils sont capables de vendre presque tout et n'importe quoi, de te faire croire que c'est exactement ce dont tu as besoin. Moi, quand j'accompagne des clients, par exemple, sur la partie soutenance, donc on a vu les avant-ventes, la soutenance, moi, j'essaie toujours de demander à mes clients d'exiger la présence de l'équipe projet. Et à la soutenance, la personne face à toi, tu auras toujours le commercial, l'avant-vente, ils sont très bons pour ça, mais il doit y avoir le chef de projet, il doit y avoir un ingénieur système, il doit y avoir des gens qui vont être ceux avec qui demain tu peux faire le projet. Et en tout cas, je conseille toujours à mes clients de demander à ce que l'équipe pressentie soit présente. Je trouve déjà que l'éditeur qui fait cet effort-là, déjà, il se passe quelque chose, il a compris, certains le font pas, ils répondent pas à la question, il y a que le commercial qui vient, je trouve que c'est un peu dommage. Et là, il y a des choses qui peuvent se passer, effectivement, en discutant. Il y a cette partie-là, et puis après, pour moi, c'est la partie, j'allais dire veille, je sais pas si c'est veille, retour d'expérience, c'est-à-dire aller rencontrer d'autres clients qui vivent un peu, on parlait de Learning Expedition tout à l'heure, ça porte souvent ce nom un peu technique ou pas, d'aller rencontrer, parce que c'est ça aussi la vraie vie. Enfin, des éditeurs, j'en ai vu passer pas mal en tant que conseil et avant en tant que SIRH chez BPCE, et je me rends compte que, et c'était un DSI avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'avait dit on a les fournisseurs qu'on mérite. Et lui, son message, c'est de dire si tu les manages, si tu pilotes la relation, ils seront meilleurs. Et moi, je me suis rendu compte parfois que j'ai pris en main des solutions où les gens n'étaient pas très contents, le service il est un peu nul, etc. Tu prends le truc en main, tu les secoues un petit peu. Dans les semaines qui suivent, l'équipe change. Soit les gens changent, soit on change les gens, mais il se passe quelque chose. Et pour moi, la relation, tu vas aussi la créer comme ça. Et ça permet de pas oublier que derrière tout ça, il y a de l'humain. Enfin, vous savez à quel point je suis passionné par la relation. Il y a de l'humain, et donc il y a des binômes qui vont fonctionner. Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut ne plus fonctionner aussi. Il faut le savoir. Mais par défaut, faut l'organiser. Moi, il y avait par exemple un rôle chez BPCE que j'avais remis au centre des discussions. C'était le contract manager. Je m'étais rendu compte que chez BPCE, on a une magnifique usine achat, c'est une filiale qui fait que ça, avec des super experts pour négocier des contrats, et on y passe un temps, des jours, des nuits, on négocie des contrats, et le jour où il est signé, on le range dans l'armoire. Et puis on commence à bosser avec l'éditeur. Et on a juste oublié. Contract manager, qu'est-ce que... Le contract manager, lui, va s'assurer que le contrat, il est vraiment mis en place. Okay. Moi, par exemple, un jour, j'ai repris, alors pour ne pas les citer avec l'éditeur ADP, j'ai repris un gros contrat du groupe BPCE, où on m'a dit, oui, ça marche, bof, on n'est pas toujours très content d'ADP, etc. Mon premier réflexe était de sortir le contrat. Et puis dans le contrat, tu as des gros paragraphes sur la gouvernance, les KPIs, les SLA, etc. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas suivi. Donc à la fois, on dit, oui, ils sont un peu nuls, mais ils sont un peu nuls comment? C'est quoi les... Là, j'ai dit, ok, on met en place la gouvernance, et c'est le comité de pilotage, c'est le comité stratégique, et d'un seul coup, l'éditeur se réveille en disant, wow, il se passe quelque chose chez eux, on va regarder. Donc, ils ont regardé chez eux, on a regardé chez nous, et je vous garantis que 6 mois après, la prestation n'était plus la même. Tout le monde s'est amélioré, et le contract manager, c'est vraiment un rôle super important, et quelqu'un qui porte l'engagement autour de ce contrat, donc chez le client, puis il doit y en avoir un aussi chez l'éditeur, et qui va être garant du contenu du contrat et de s'assurer qu'encore une fois, ces mois et ces jours et nuits de négo servent à quelque chose. Parce que si tu pilotes pas ton contrat, pour moi, tu as la prestation au niveau... Qui vient le cadencer du coup avec une gouvernance bimensuelle ou mensuelle. Par exemple, ils suivent des indicateurs. Enfin, c'est bien beau de se dire, on ressort le contrat, on n'est pas content. Ok, mais c'est quoi les indicateurs? On n'est pas content, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où ils s'étaient engagés à être à 95%, ils sont à 92%, ou c'est juste une sensation parce que le mec on l'a trouvé nul, une réponse nous a pas plu, ou un jour, un ticket
il a été traité en 30 jours, mais tous les autres étaient traités en 4 heures. Enfin, donc pour moi, factualiser tout ça, c'est super important. Avant de dire je suis pas content, faut factualiser. Et comment tu convaincs une direction, par exemple pour une ETI qui a pas encore un système et des équipes SIRH très très grandes, comment est-ce que tu convaincs une direction d'avoir un budget pour avoir un contract manager, ou alors même d'avoir du temps dédié à faire du contract management? Alors pour moi, selon la taille de l'entreprise, le contract manager, c'est pas une personne. Ça peut être réparti. Typiquement chez BPCE, j'ai pas recruté quelqu'un pour faire contract manager. C'est-à-dire que chaque patron d'activité, SIRH recrutement, SIRH formation, SIRH paye, chacun était garant de ses contrats. Donc c'était quand c'est ramené à X personnes, ça fait pas un poste à temps plein. Après, quand tu es dans des grosses équipes IT, je pense pareil chez BPCE, il y a une DSI absolument énorme. J'imagine qu'ils doivent avoir des gens à temps plein parce que là ils ont plus de contrats plus gros. Donc à plus petite entité, justement, je pense qu'il faut pas se cacher derrière. Je ne veux pas recruter quelqu'un. Moi, j'ai du mal à croire que ton patron du SIRH soit pas responsable de ses contrats. Et tu parlais d'indicateurs. Forcément, c'est un sujet qui me touche. Si tu devais en lister, 3 à 5 indicateurs à surveiller. Sur du SIRH, comme on est beaucoup sur du monde SaaS, on parlait beaucoup de taux de disponibilité. Donc ça, pour moi, ça va être un premier élément extrêmement important. Il faut que l'outil soit le plus dispo possible, puisque l'éditeur a souvent pris un engagement et il a assis une facturation derrière ce taux de dispo. Donc pour moi, c'est super important. Et après, on va taux de dispo, c'est-à-dire mon outil, il est dispo à 99,9% sur une période. Et rien que ça. Enfin, j'ai beaucoup passé de temps à négocier ces éléments-là et pas beaucoup de gens savent ce que c'est qu'un taux de dispo. C'est quand on dit 99,9, en fait, pour moi, ça veut rien dire. C'est mesuré sur combien? Sur un mois? Sur 3 mois? Sur 6 mois? Fais le calcul. Tu vas passer de 1 heure d'indispo à 6 heures et tu pourras avoir dans ton système une journée complète arrêtée. Et l'éditeur, pour autant, a tenu son contrat. Donc là, par rapport à la criticité de l'outil, typiquement sur la paye, par exemple, t'as intérêt qui tourne à peu près tous les jours et sur certaines périodes. Bon, sur le recrutement ou les talents, la boîte, elle va pas s'écrouler si la plateforme de recrutement marche pas 4 heures. Ouais, mais le patron du recrutement, il va pas être content s'il n'a pas son ATS de dispo. En général, c'est le week-end, mais... ça c'est la théorie. Oui, ça c'est intéressant. Si on pouvait les planifier en disant écoutez, ce mois-ci vous avez le droit à une panne, vous la faites dimanche après-midi, je vous assure personne ne verra rien, ça serait plutôt top. Donc on est beaucoup sur le taux de dispo et derrière sur pour moi c'est beaucoup sur la criticité des incidents, des corrections et des évolutions aussi. Donc là, ça va être beaucoup souvent un outil de ticketing derrière tout ça et de dire quand je fais une demande d'évolution, quand je fais une demande de conseil, c'est quoi le niveau de réponse sur lequel l'éditeur s'engage et SLA et SLA, c'est le temps de réponse pour répondre à un besoin, un problème, un engagement. Exactement. À combien de temps tu t'engages à répondre? C'est ça. Donc le client, alors souvent c'est par niveau, j'ai déjà vu des contrats assez aboutis, mais ça va être par exemple prise en compte de l'incident, c'est 30 minutes, premier niveau de réponse avec avec une solution de contournement 4 heures, et puis la correction niveau 1, genre 24 heures. Donc ouais, ça, on passe là aussi beaucoup de temps à négocier ça dans les contrats, mais derrière il faut le piloter, parce que si l'éditeur voit que tu as passé du temps, mais de toute façon qu'il répond en 1 heure ou en 8 jours, tu réagis pas, il va s'organiser pour répondre en 8 jours. Et ça lui coûtera moins cher. T'en as un autre? Un dernier? Sur les indicateurs, non, sur du SRH, franchement, on va être beaucoup. Puis le taux d'utilisation. Et ça, c'est un qu'on a parfois du mal à trouver. Parce que j'ai encore, ce midi, j'ai déjeuné avec un ancien collègue qui me parlait d'outils qu'il avait mis un temps fou à déployer dans des entreprises qui les utilisaient pas. Ah, c'est vrai. Et ça, le taux d'utilisation. Et tu sais pourquoi ils les utilisaient pas? Alors moi, ce que m'a raconté cet ex-collègue là, c'est de dire qu'en fait, ça avait été des outils qui avaient été déployés en top-down. Donc là, tu as une direction, je sais pas si c'est général ou RH, qui a décidé à partir de demain, on met en place tel outil, il y a des workflows, il y a des machins, il y a des trucs, vous les utilisez, et puis tout le monde a continué à utiliser son Excel, son mail. Il n'y a pas eu de change, de suivi, de l'adoption, etc. Ouais, exactement. Donc d'où là aussi cet indicateur de suivi, des connexions, c'est pas pour pisser les gens, souvent c'est pas nominatif, mais c'est de se dire, et moi je me souviens dans quelques outils qu'on a déployés chez BPCE, c'est très important au début de se dire, c'est quoi le nombre de connexions sur la journée, puis quand est-ce que ça se passe également pour comprendre un peu les usages et de se dire on n'a pas fait tout ça pour rien et si ça décolle pas derrière il faut assez vite le comprendre. Là, j'avais le sentiment aussi que la capacité de l'éditeur à créer un dashboard sur mesure, donc en gros un tableau de pilotage pour vraiment avoir les KPI qui nous intéressent en tant que client, c'est super important et ils sont pas forcément tous capables de proposer ce type de dashboard. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est... Ou ils veulent pas.
où ils veulent pas, ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Bah, moi, j'ai l'impression que déjà, si tu le demandes pas, tu l'as pas. C'est-à-dire, je vois assez peu d'éditeurs qui, dès le début, te disent on va vous filer un dashboard d'usage, ou partant du principe que si tu le demandes pas, c'est que t'en as pas besoin, donc ils vont pas non plus t'inciter à créer le besoin. Et je trouve ça un peu dommage, tu peux quand même passer à côté de vrais sujets, quoi. Ok. Donc là, toute dernière question que j'ai, parce qu'on a effectivement couvert les abus et les dérives qu'il peut y avoir, et j'ai bien compris que le sujet gouvernance permettait de remettre bien sur les bons rails tout ça, et surtout de cadencer la relation. Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé. D'après toi, c'est quoi est-ce que tu as d'autres exemples de stratégies qui peuvent être mises en place pour prévenir ces situations, ces dérives, ces abus? Non, pour moi, on est vraiment sur la relation, quoi. C'est-à-dire, je peux pas imaginer que tu aies mis une partie de ton système d'information à l'extérieur et que tu le pilotes pas. Oui. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir, puisqu'on parle de pilotage, plusieurs étages à la fusée. Et ça, moi, dans les plus gros contrats que j'avais mis en place chez BPCE, t'avais souvent un peu les 3 niveaux, hein, le comité de projet, le comité de pilotage, même en run, hein, et le comité stratégique. Ouais, typiquement, je vois sur un gros fournisseur. C'est quoi la mission de chacun des 3 étages? Pour moi, plus tu montes, plus c'est stratégique, hein, et plus tu vas plutôt te projeter sur l'avenir, regarder un peu les grandes tendances. Par exemple, sur les contrats ADP, donc ADP qui est un des plus gros fournisseurs de SIRH de BPCE, parce qu'il traite toute la partie paye, on avait un comité stratégique 2 fois par an. Donc là, DRH Group, patron du SIRH, direction des achats, et c'est pas comment ça marche, il y a eu 12 tickets, non, c'est pas ça, c'est chacun vient présenter la stratégie de son entreprise. Donc on prend ce temps de se dire, quand on a monté le contrat, on a beaucoup discuté ensemble, c'est quoi nos stratégies, mais il faut continuer, on signe les contrats à 3 ans, 5 ans, 7 ans, et c'est-à-dire il faut continuer. Il faut que dans mon exemple, ADP comprenne vers où va BPCE, et il faut aussi que BPCE comprenne vers où va ADP, et dans cette partie stratégie, pour se dire, est-ce que c'est toujours le bon? Alors, c'est pas comme ça qu'on se le dit en comité, mais c'est de se dire, typiquement en ce moment, je sais que ADP va bientôt faire des annonces, l'IA, on en parle beaucoup en ce moment dans le SIRH, est-ce qu'ils vont développer des choses, vers quoi ils peuvent aller, donc ça, la partie stratégique, pour moi, elle est super importante. Et ça dure combien de temps, ce genre de points stratégiques? Comité stratégique, pour moi, non, pour moi, c'est beaucoup plus court que ça. Tu vas faire ça sur 1 heure, 1 heure et demie, parce que c'est quand même, c'est assez cadencé. Okay. Et puis tu fais venir, typiquement pour ADP, le président venait, le président d'ADP qui venait chez BPCE 2 fois dans l'année pour ce point-là. Okay. Donc c'est quand même assez stratosphérique. Et l'idée, ça se prépare. Donc moi, en tout cas, c'est moi qui l'ai préparé quelques semaines, voire mois avant. On commençait déjà à se dire, c'est quoi le sujet dont on va parler? Nous, BPCE, qu'est-ce qu'on veut dévoiler? Parce que ça reste quand même l'éditeur. Un fournisseur, qu'est-ce que tu as vraiment envie de lui dire ou pas, qu'est-ce qui peut l'aider ou pas, et idem côté ADP, c'est important de savoir, et on pouvait en arriver, en tout cas à ce niveau stratégique, de se dévoiler des éléments secrets. Typiquement, BPCE a annoncé un peu à l'avance que bientôt il y aura une acquisition importante qu'on peut pas nommer. ADP pareil, qui pouvait nous dire, vous savez, nous d'ici 6 mois, on va sûrement racheter un confrère. Et c'est super important pour moi ces niveaux stratégiques. Tu l'as pas avec tous. Est-ce que vous aviez des points comme ça pour parler vraiment de l'écosystème SIRH, donc de l'ensemble des SIRH présents chez BPCE ou dans une autre entreprise, avec, j'imaginais peut-être du benchmark, revue de tous les outils, voir comment ça évolue. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ça après pour moi c'est de l'animation, et on va revenir sur la partie gouvernance. Moi typiquement sur BPCE j'animais au moins 3 fois par an ce qu'on appelait des clubs, on aimait bien appeler ça comme ça, des clubs où on réunissait tous les responsables SIRH du groupe. Donc ils étaient 30 ou 40 personnes, et là pour le coup 3 fois dans l'année on les réunissait une journée complète, et ça nous permettait de montrer un peu la stratégie du SIRH groupe, vers quoi on voulait aller, les faire bosser en atelier. Et quand je parlais tout à l'heure de la manière dont j'avais reconstruit un peu cette dynamique du SIRH, mais c'était un peu ça, c'est de dire ensemble on va construire notre stratégie, et sur ces journées-là on pouvait faire aussi intervenir des externes justement pour nous amener à réfléchir autrement sur des nouvelles technologies qui allaient arriver, faire intervenir d'autres patrons de SIRH, d'autres grosses boîtes qui venaient nous montrer un peu ce que eux avaient mis en place, encore une fois, pour voir ce qui se passe sur le marché, comprendre. Et c'est là où parfois on annonçait très en avance de phase que telle solution elle allait être remplacée d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ou voilà, pour les préparer tranquillement, et que chacun en repartant dans sa caisse, dans sa banque, pouvait
commencer à faire du change, en fait, se dire attention, tel outil, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, on va en changer parce qu'il y a une stratégie du groupe qui évolue. Ok. Une stratégie, j'ai l'impression que c'est à 3 ans. C'est 1 à 3 ans, ce qui arrive dans les 1 à 3 ans. Oui, souvent, oui. Niveau intermédiaire, c'est lequel déjà que tu as dit parmi les 3? T'avais projet. Ah oui, projet, pilotage. Ok, pilotage, c'est 3 à 6 mois, j'ai l'impression. Ouais, en pilotage, on était plus, oui, à 3 mois. Et projet, c'est une fois par mois. C'est au mois, le mois, quoi. Ouais, au mois, le mois. Ouais, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est les 3 étages très clairs. Cool. Bah, je pense qu'on peut ouvrir le dernier chapitre. Ouais, on va le faire assez rapidement parce que ça fait déjà, je crois, à peu près 1h30 qu'on est live. 1h10 Ouais. On a commencé à quelle heure? C'est 16h10. 16h10. Ok, bon bah ça va alors. Trop bien. Et ben on va parler de tes retours d'expérience sur les projets de transformation. Et moi je suis curieux aussi de savoir ce serait quoi si tu étais responsable du SIRH aujourd'hui pour une ETI, prenons une ETI peut-être qui est pas encore tout à fait organisée. Tu veux mettre en place une stratégie autour de ton écosystème SIRH. Tu t'entoures comment? Ça va être quoi tes premiers réflexes si on fait un wrap-up de ce qu'on s'est dit aussi là, comme ça les gens vont pouvoir partir avec une feuille de route à peu près complète. Moi je pense que sur une ETI, je pense qu'assez vite il faut se poser la question d'un responsable SIRH, d'avoir quelqu'un d'identifié qui va porter cette casquette là. Alors c'est une fonction qui reste assez récente dans les entreprises, mais si on commence à en voir quand même beaucoup, et très longtemps dans les boîtes de taille intermédiaire, le patron du SIRH c'était le patron de la paye. Et par rapport à l'appétence que pouvait avoir le patron de la paye sur de la technologie, et encore une fois, le patron de la paye, j'ai beaucoup de compassion et de respect pour cette fonction qui est en fait bercée de réglementaire, avant tout. Alors, pas tellement d'expérience. Pas tellement d'expérience. Ça vient en second plan. Exactement. L'expérience, non, parce que le payeur, c'est un hyper expert. Moi, je me suis rendu compte, en termes d'expérience, si l'écran est pas assez compliqué, c'est qu'il doit mal faire la paye. C'est des gens quand même qui ont l'habitude globalement d'avoir des écrans assez compliqués parce que c'est un métier quand même assez compliqué. Donc la vision utilisateur, ils l'ont pas l'utilisateur. Attends, on lui fait sa paye, il a son bulletin, il a son virement. Personne n'a jamais compris comment une fiche de paie fonctionnait et on a toujours. Et on va continuer comme ça, c'est très bien. Faites-nous confiance. En tout cas, moi je ne comprends pas personnellement. Donc pour moi, voilà, un patron de SIRH quand même assez important parce que t'es à la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est vraiment un poste qui doit être transverse dans les DRH. Et très longtemps, et c'était le cas également dans le groupe BPCE, j'avais des patrons de SIRH, ils n'avaient pas tous le même périmètre. Dans certaines entreprises, la paye n'y était pas, ou c'était la formation qui n'y était pas, parce que le patron de la formation était plutôt technophile, il voulait avoir la main sur... Et en fait, ton patron de SIRH, moi, il faut vraiment lui donner dès le début une fonction la plus transverse possible sur la partie SIRH. Il fera pas la technique, c'est-à-dire la technique, il fera pas l'expertise métier, il fera pas la paye. Mais il doit comprendre comment fonctionne le système de paye. Et le système de paye qui est souvent, notamment dans les ETI, le cœur du réacteur, les interfaces, les entrées de données, les sorties de données, c'est quand même partir de là. Et justement les flux dans l'écosystème pour éviter d'avoir des saisies multiples, des applications qui ne correspondent pas les unes avec les autres. C'est quoi le top 3 des compétences que doit avoir ce responsable SIRH? Question dans la question. Pour moi, ça doit être un... En 2025. Évidemment, technophile. Il doit s'intéresser aux technologies. Il doit les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans les SIRH, la RH, elle évolue pas tant que ça. Le SI évolue énormément. Donc pour moi, il faut vraiment être technophile parce que tous les jours, le patron du SIRH, à la fois, il va parler à des éditeurs qui vont parler technique et il sera en lien avec sa DSI. Puisque toute la partie interface qui va pouvoir être mise en place, elle est portée par sa DSI. Donc il doit être technophile. Ça doit être un chef de projet. Parce que le SIRH, ça ne peut fonctionner pour moi qu'en mode projet. Sinon, tu progresses pas. Et un facilitateur. Parce que, encore une fois, je prends moi beaucoup de plaisir à faire du SIRH, mais SI et RH dans la même phrase, c'est difficile. Parce que globalement, vous le savez, vous y êtes beaucoup, dans les RH, les gens ne sont pas si technophiles que ça, même si ça a tendance à évoluer. Donc, faire utiliser des outils ADRH, je vous dirais pas que j'en ai perdu mes cheveux, mais non, c'est quand même plus difficile. Donc c'est ça. Il me reste quelques projets à faire. Donc voilà, de compétences clés pour moi être quand même beaucoup sur ces éléments-là. Okay.
Et pour revenir à la question, dont je nomme un patron du SIRH, et assez vite derrière, cartographie. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que le SIRH et ce que c'est que le SIRH de cette entreprise. Parce que là aussi, quand tu fais tout à l'heure en début de podcast, on a parlé, c'est quoi la définition d'un SIRH? C'est tout le SI dédié à la RH, sauf que la RH, d'une entreprise à une autre, ça bouge un peu. Par exemple, il y a des éléments qu'on a autour du SIRH qu'on retrouve souvent. On ne sait jamais si c'est dans la RH ou pas. Tout ce qui va être lié à la politique voyage. Dans certaines boîtes, c'est dans le SIRH. Dans d'autres, c'est côté, il y a carrément un travel manager ou c'est côté finance, toute la partie note de frais. De la même manière. Donc ça peut un petit peu déborder. Donc la cartographie, elle est importante. Le patron du SIRH qui a été nommé, il doit savoir qu'est-ce que c'est que son SIRH. Et à partir de là, alors il peut m'appeler, on fera un schéma directeur, mais c'est se poser la question de qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien et vers quoi l'entreprise veut aller. Mais c'est potentiellement s'entourer de quelqu'un qui va, ou alors soit faire le schéma directeur lui-même, le responsable du SIRH, soit d'être accompagné. Tout à fait. Et moi j'avais l'impression qu'il y a aussi le côté, si on veut travailler sur l'expérience, définir un parcours, ça se fait pas. Donc j'ai le sentiment que c'est bien d'être accompagné ou alors d'avoir l'expertise en interne pour apprendre à designer des parcours. Et après t'as l'éditeur, donc t'as un espèce de diptyque comme ça. Éditeur, ça va être pour le fait que ça fonctionne, l'efficacité, et il y a quand même le design du parcours qui est généralement pas proposé par les éditeurs en soi, parce qu'ils ont pas de consultants. Certains éditeurs viennent avec leurs consultants, mais non. Puis l'éditeur, lui, va te dire que l'expérience qu'il vend, c'est la meilleure. Ouais. J'ai presque envie de te dire c'est vrai. Après effectivement toute la partie process qu'il y aura derrière, en fait, comment ça se cale sur, ça peut devenir sur ta compliqué. Société, Mais moi je dirais même ce patron du SIRH, il doit se poser la question de l'expérience. Moi je vois par exemple dans les différentes missions où j'ai été amené à faire du schéma directeur, plusieurs fois j'ai dit aux dirigeants, au DRH, mais on va aller challenger des collaborateurs ou des managers, et parfois j'avais des gens très surpris. Mais pourquoi? Le SIRH c'est peut-être un petit peu pour eux. Et puis selon la nature de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent en termes de c'est quoi l'expérience? Et moi j'ai trop longtemps connu des projets SIRH qui étaient faits par les RH pour les RH. C'est bien, ça fait des magnifiques projets, mais derrière la question de est-ce que l'utilisateur final, donc le manager, le collaborateur, ça lui a amené quelque chose, on ne sait pas, ou on a raisonné à sa place. Alors, et moi j'aime beaucoup aller discuter avec les collaborateurs, les managers qui parfois ont des besoins extrêmement simples ou sont dans des configurations un peu compliquées. Là j'avais accompagné une entreprise il y a quelques mois sur un schéma directeur. C'était une boîte du transport, 1500 collaborateurs, 900 conducteurs. Les 900 conducteurs, donc ils sont une grosse partie de l'effectif, ils sont pas assis derrière un bureau avec un PC. Donc l'expérience que tu veux leur fournir en SIRH, il faut quand même y réfléchir. Et quand tu discutes avec ces collaborateurs et ces managers, en fait eux ce qu'ils devraient attendre du SIRH, c'est que leur vie soit plus simple. Et leur vie plus simple, c'est pas forcément ce qui va être pensé par un éditeur ou par un DRH. Et parfois on se rend compte que leurs besoins sont très simples. Et j'aime bien dire toujours au DRH quand on lance ce type de projet, mais allons les voir, allons sur le terrain, on discute avec eux, et si vraiment ils n'ont pas beaucoup de besoins, qu'ils ont des petites choses, on va quand même les traiter. Parce que dans le change qu'on mettra en place après, ce sera important de dire, tu m'avais dit que ce qui est important pour toi, ça soit que, ça soit sur ton mobile parce que t'as pas de PC, c'est plus simple pour toi, que ça soit disponible H24, parce que quand t'es au boulot, t'as pas le temps de faire de la RH, mais tout ça c'est extrêmement important. Et moi j'avais vu par exemple, quand j'avais créé le CSP chez Natixis, on s'était beaucoup posé la question justement de la disponibilité du système. C'est quoi le CSP? Le centre de services partagés, pardon. Sur gestion administrative et paye. Donc c'était quelle disponibilité on va donner. Et là, on avait été rencontrer d'autres entreprises qui avaient créé des CSP, et on s'est rendu compte que selon la culture de la boîte et la forme des métiers, ça peut être très différent. Par exemple, on est allé rencontrer Renault, des gens qui avaient fait un projet super intéressant où, par exemple, Renault, ils s'étaient rendu compte qu'au début, ils avaient dit on va créer des corners dans les usines pour que les gens viennent. Donc tu sors de ton boulot, tu vas faire de la RH, et c'est un flop total. Parce que quand tu as passé un certain nombre d'heures sur la chaîne de fabrication, en fait, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et donc très vite, ils ont ouvert le système sur l'extérieur, parce que en fait, les ouvriers, les collaborateurs, leur administratif, ils veulent le faire chez eux, voire même, et ça c'est assez intéressant de l'entendre, c'est le conjoint qui s'en occupe. Et donc on se met tous les deux dans le canapé, puis on regarde les congés. Ou quand nous on a mené le projet chez Natixis, en fait on s'est rendu compte que nous, tout le monde était au bureau. Donc sur des fonctions, beaucoup de fonctions support, en tout cas des fonctions lundi, vendredi, ou
assez différentes. Pour le coup, quand on a commencé à travailler sur des déploiements sur les réseaux commerciaux, c'était plus compliqué. En banque populaire ou en caisse d'épargne, les cycles de travail, c'est du lundi au samedi. Donc les fonctions support travaillent du lundi au vendredi, et dans les agences, ils travaillent du mardi au samedi. Donc comment tu fournis un service de gestion administrative le samedi alors que les fonctions support sont fermées? Et c'est là où, quand on a créé l'outil de sollicitation, donc espèce de chatbot à l'époque, en fait, dans les agences, c'était extrêmement apprécié, parce que les conseillers, leur job, c'est de recevoir des clients. Donc pendant qu'ils reçoivent des clients, ils peuvent pas faire leur administratif, et quand ils le font en horaire un peu décalé, en fait, s'ils appellent, notamment le samedi, en fait, les fonctions support sont fermées. Donc l'expérience, ça va jusque là. C'est de quoi les collaborateurs et les managers ont besoin dans le SIRH. C'est un bon exemple, l'exemple avec Renault, avec les corners qui ont été un flop. Et j'ai le sentiment que quand on pose la question à un client, est-ce qu'il veut que le SIRH soit plutôt orienté efficacité ou expérience? S'il répond efficacité, il faut quand même challenger, parce qu'on peut tomber complètement à côté et penser qu'on va choisir un SIRH qui est hyper efficace mais qui va pas du tout être utilisé. Dans ce cas-là, on se plante, et le truc, c'est quand on se plante là-dessus, on se plante sur une durée de 6 mois, 1 an et demi avant de faire machine arrière, etc. Quand on a déployé un outil et que ça a coûté une blinde et que tu te dis ça marche pas, avant de dire on arrête, on fait autre chose, c'est compliqué. Donc là, il faut commencer à tordre le bras du système. Effectivement, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Comment tu réagis quand un client te dit c'est ultra urgent, faut qu'on y aille, faut qu'on sorte, faut qu'on ait un SIRH dans 3 mois qui soit déployé, etc. Sachant qu'il part d'une feuille plus ou moins blanche, ou en tout cas qu'il y a quelque chose à refaire, quoi. Je vais d'abord essayer de le convaincre, dans le temps que j'ai, que c'est une erreur, le mot est un peu fort, mais c'est risqué. Après, honnêtement, j'aurais presque envie de lui dire, moi, j'y vais pas. J'y vais pas. Parce que, et cette discussion que j'ai eue avec les équipes commerciales avec lesquelles je bossais avant, où dire non à un client, pour eux, c'était un crime de lèse-majesté. Enfin, comment ça, on va dire non au client? Mais t'as des clients à qui il vaut mieux dire non. Et moi, j'aurais dit parfois, là, ok, le client, il sait ce qu'il veut. Moi, j'ai eu une fois une cliente qui me dit, non, mais enlevez-moi ça du planning, on va pas recéter quand même. Attendez, t'es l'éditeur, c'est des pros, on va leur envoyer notre cahier des charges, bien sûr, ça sera fait. Et j'ai décidé de pas y aller. Donc, je suis passé à la question pour répondre. Et le risque, c'est qu'effectivement, la personne, elle est totalement obnubilée par son sujet, elle pense que ça fonctionne comme ça, sauf qu'à la fin, ça fonctionnera pas, ou pas bien. Et qu'est-ce qu'elle dira à la fin? Quels sont les conseils que j'ai pris? En fait, ils sont nuls. Donc, c'est compliqué, parce qu'effectivement, j'aimerais leur tordre le bras pour dire non, posez-vous. Donc, je pense que l'important, c'est essayer de faire comprendre que voilà, ça coûte pas si cher que ça retarde pas tant que ça. Donc, faut le faire par retour d'expérience. Donc, là, on revient sur la partie expérience du consultant, ou de dire, moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu, et voilà les risques. Parce que sinon, effectivement, à vouloir toujours aller, enfin, j'en connais qui veulent tellement aller vite qu'au final, ils font de l'immobilisme. Ok, intéressant. Donc là, c'était côté mise en place d'un SIRH pour une ETI. Tu nous as aussi parlé de choses qui m'ont marqué. Quand tu étais chez BPCE, tu devais aller voir chacune des caisses et convaincre les patrons d'acheter, plus ou moins, même complètement, ce que vous avez proposé au niveau du groupe. On le voit de plus en plus. On travaille avec Safran, avec LVMH, pour citer ces deux groupes-là, mais certainement c'est le cas pour beaucoup de groupes. Il y a une fonction centrale qui est en train de se structurer. Comment est-ce que tu fais pour convaincre des patrons de sociétés ou de caisses d'avoir un processus qui est harmonisé avec l'ensemble du groupe? C'est quoi tes tips? Alors, en tout cas, dans l'expérience que j'ai dans le groupe BPCE, ce qui marchait très bien dans le groupe BPCE, c'était l'exemplarité. Okay. Et globalement, quand on avait prouvé que ça marche, et notamment en utilisant un pilote, donc on a été très très, je trouve, assez innovant sur la partie POC, qu'on a assez vite mis en place, parce qu'en fait, ça marche. Et on était dans un groupe qui faisait beaucoup de benchmark. On a même mis en place en RH des outils, ils se benchmarkaient les uns les autres en termes d'indicateurs RH, ou c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. Donc quand il y en a un qui avait lancé un projet, voilà, c'est plutôt ça aidait beaucoup. La meilleure note, tout le monde allait le voir pour savoir comment il avait fait, quoi. Bien. Ça c'était quand même plutôt pas mal fait. Après, c'était jamais facile, parce que malgré tout, convaincre.
c'est difficile, sachant que tu avais deux choses, c'est-à-dire que tu avais des projets SIRH où tu pouvais le déployer à quelques banques ou quelques caisses, ils prennent pas, c'est pas grave, et d'autres projets où si tout le monde ne prend pas, tu ne peux pas y aller. Typiquement, l'exemple de la paye, quand j'ai travaillé sur la migration paye, il n'était pas question que certaines y aillent, certaines n'y aillent pas, et c'est des projets qui ont pris beaucoup plus de temps. Enfin, moi, pour ce cas-là, du coup c'était beaucoup de discussions, beaucoup de convictions, beaucoup de retours d'expérience et beaucoup de travail avec les experts. C'est-à-dire que j'ai plutôt travaillé à emmener les responsables paye du groupe vers on a besoin d'un nouvel outil pour telle ou telle raison, mais des raisons extrêmement claires, précises, documentées, etc. Et c'est eux qui allaient convaincre après leur direction. Acteur de la démarche. Exactement. Et justement, je suis pas passé par on va dire au DG, on vous met un nouvel outil, ça fait baisser les bulletins de paye de 20% et mettez-le en place dans vos équipes. Ça n'aurait jamais fonctionné. Par contre, ça prend plus de temps. Donc là, entre la première slide que tu présentes et le go-live du projet, c'est pas 3 semaines. Faut s'accrocher, hein. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est possible. Après, c'est des enjeux en millions d'euros, donc c'est loin d'être neutre. Il n'y a pas une criticité forte non plus à le lancer très rapidement, mais ça va prendre du temps. Hein. Et après, pour moi, c'est aussi l'exemplarité dans la qualité du service de l'équipe centrale, de son choix des prestataires. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses sur la gouvernance, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le qui fait quoi. Et moi, chez BPCE, on avait l'habitude de parler d'une gouvernance à 3 pieds, c'est qu'il y avait toujours l'éditeur, le client final qui est la banque ou la caisse, et BPCE. Et chacun avait bien des rôles différents. BPCE avec son rôle plutôt, moi je dirais, de massificateur, parce que on portait des contrats pour l'intégralité du groupe, même si chaque entreprise voyait le morceau du contrat qui la concernait. Okay. Et puis après, parfois, parce qu'il va t'aider aussi, ça nous est arrivé, grâce à la massification, c'est les coûts, l'optimisation des coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chaque banque populaire ou chaque caisse d'épargne va acheter un outil, elle le paiera plus cher que si on le fait ensemble. Donc ça a aussi un intérêt. Mais par contre, et ça j'en ai beaucoup discuté avec des DRH du groupe, il y avait toujours l'aspect délai malgré tout. Et ça c'était toujours difficile, c'est qu'un projet groupe, ça prenait plus de temps qu'un projet local, parce que typiquement, je me rappelle avoir fait des projets soit avec des caisses d'épargne, des banques populaires, qui disaient elles, moi en quelques semaines, j'ai fait mon POC, ça fonctionne. Vous côté groupe, il vous faut 6 mois. Mais oui, parce que côté groupe, quand on donnait un go, ça veut dire qu'on s'était assuré que l'application marcherait dans toutes les entités. Et les entités du groupe, typiquement Banque Populaire, Caisse d'Épargne, c'est des informatiques différentes. Natixis, c'était encore une autre, d'autres filiales. Donc notre travail préalable, il était forcément plus long. C'est énorme. Ok. Un sacré sac de nœuds au démarrage. Et ça, effectivement, je parle de BPCE, mais c'est ce que tu as retrouvé dans beaucoup de groupes. Ok. Avec Crédit Agricole, c'était assez similaire. Ok, on va pouvoir passer à la conclusion, je pense. Ouais, en douceur. Carrément. Tu commences je pense, à connaître l'exercice parce que tu nous as dit que tu étais un adepte de votre podcast. Voilà, merci. J'allais dire lecteur, mais c'est pas lecteur, un auditeur, merci. Assidu de notre podcast. Du coup, je vais commencer des phrases. Je vais te demander de les terminer au tac pour moi. Donc, c'est parti. Première phrase. Aujourd'hui, les équipes RH ont l'opportunité de transformer leur manière de faire leur métier. Demain, les DRH seront technophiles. Le sujet... C'est toujours super dur à dire celle-là. Faut que je me concentre. Le sujet chaud du moment, c'est l'expérience collaborateur, qui est bouleversée par l'IA aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'IA vient bouleverser à la fois la manière de gérer l'expérience et même la manière de l'appréhender. Je pense qu'il y a des DRH qui étaient à fond dans l'expérience qui ont peur aujourd'hui à cause de l'IA. Ok. Mon opinion à contre-courant des autres, c'est que un projet SIRH, c'est pas très compliqué. Waouh. Ok. Je m'attendais pas à celle-là. Ma plus grande leçon dans le monde pro, c'est ma plus grande leçon dans le monde pro, faut jamais lésiner la conduite du changement. Et ça, je crois quand on s'était vu avant, on en avait parlé, on n'est pas revenu là-dessus, mais le parent pauvre des projets, c'est souvent la conduite du changement. Quand il faut faire un arbitrage, on va toujours saquer un peu, et on se rend compte que ça fait quand même une grosse partie du projet. On n'apprend pas la leçon. Hein. Non. On en parle souvent, et on voit à chaque fois des exemples où ça reste le parent pauvre, quoi. Ouais, ça reste le parent pauvre. C'est pas encore complètement ancré. Ok, merci d'avoir joué le jeu, Christian. En plus, vraiment du tac au tac, mais t'as eu le temps de t'échauffer, on va dire. Quel est le livre que tu recommandes ou tu offres le plus à tes proches? Alors, ça peut être un livre RH, pas forcément. Alors, celui que j'offre le plus, alors il y en a 2.
Donc, je me permets d'innover. Bien sûr. Il y en a 2 à titre perso. Il y a un livre que j'ai offert plus facilement qui s'appelle j'ai oublié le titre. L'auteur, ça doit être. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme Il ça. s'appelle comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et je crois que l'auteur, c'est Karine Beaufils. Karine Beaufils, je vérifierai. À titre perso, j'ai été fortement touché par la maladie d'Alzheimer dans ma famille. Et c'est un livre extraordinaire qui a été écrit par une personne qui travaillait dans la banque et qui un jour a décidé de faire un métier humain, comme elle le dit elle-même, plus proche de l'humain. Et en fait, elle a décidé de devenir auxiliaire de vie dans un EHPAD. Parce que sa maman, je crois, avait des positions importantes dans le monde de la santé. Et en fait, elle a fait un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé. Parce que j'étais confronté à cette maladie, je comprenais rien, ça me rendait malheureux, je savais pas. Et en fait, par des situations cocasses, elle aide les gens, les aidants qui sont touchés par cette maladie à comprendre et à dédramatiser. Et on a fini, je dis on parce que c'était avec ma petite famille, et on a fini par en rire. Et c'est un livre que j'ai offert. Voilà, un certain nombre de personnes plutôt dans mon cercle privé. Et à titre pro, et d'ailleurs, je vais vous offrir ce livre parce que je l'ai dans mon sac. C'est Oser le courage de Jérémy Lamery et Violette Bouvray. Livre qui est sorti, je crois, l'année dernière. Jérémy lui-même me l'a offert avec une jolie dédicace, et c'est un livre que j'ai relu il y a pas longtemps, et je trouve que il a qu'1 an, il est pas vieux, oser le courage, c'est beaucoup de choses. Ça te remet face à un certain nombre de choses importantes, de dire à quel moment il faut avoir du courage, qu'est-ce que c'est que le courage, et les effets néfastes du manque de courage. Et voilà, c'est un livre qui se lit assez facilement, et je trouve que c'était et je l'ai offert à plusieurs personnes, notamment je l'ai offert à plusieurs de mes managers. Avec une dédicace. Génial. Trop bien, merci pour ces recos. Ouais, carrément. Si tu pouvais glisser un conseil à Christian, qui est envoyé aux 4 coins du monde par Ludovic Mélécan quand il était à RER, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc le Christian de 25 ans. Ouais. La tête qu'il avait, celui-là. Moi je lui dirais fonce, n'aie pas peur. Ouais, c'est ça. Je lui dirais fonce, n'aie pas peur, tente encore plus, tente des expériences, parce que voilà, tu vas te planter. Et je me suis planté, mais tu vas apprendre, donc fonce. Je veux dire, n'aie pas peur, essaye de pas avoir peur, mais vas-y quoi. Enfin, la vie, elle est faite de plein de bonnes choses quand on est audacieux, qu'on ose. Puis encore une fois, vous savez, l'expérience que je suis en train de vivre, l'entrepreneuriat, j'ai gens autour de moi qui disent mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que... je sais pas. Et puis je sais pas ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas. Voilà, j'ai juste envie de faire plein de choses, et puis je verrai. Donc c'est ce que je dirais au Christian de 25 ans, vas-y. Génial, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Christian? À LinkedIn. Je sais que la plupart de vos assez actif sur orateurs l'ont dit, mais effectivement, je suis déjà pas mal sollicité, donc voilà, je réponds pas toujours du tac au tac, mais je suis plutôt fidèle, et j'arrive à peu près à traiter les flux. Top. On a un nouveau rituel que j'ai laissé dans mon sac, donc je reviens. Je te laisse. Ouais, carrément. Écoute, c'est marrant parce que on s'était contacté sur LinkedIn. Je sais plus si c'était toi ou si c'était moi, mais je me souviens en tout cas qu'on avait. Donc toi t'étais dans un autre cabinet de conseil, on s'est dit ça va être un partenariat, est-ce que c'est un concurrent, un partenaire, en tout cas on avait l'impression qu'il y avait quelque chose, et je me souviens qu'on a passé 1h30 en petit déj à parler de tout sauf de travail, et je me suis dit waouh, il est quand même c'était quand même spécial, et ça a créé c'était au-delà de quelque chose de professionnel, c'était quelque chose de personnel avant tout, et ça crée une relation. Figure-toi que j'y ai repensé ce matin, je vous ai dit ce matin, j'étais dans le quartier de Saint-Lazare et je suis passé devant. Ah ouais? L'endroit où on avait pris notre petit déj. Donc j'ai eu un flash ce matin. Faut que je l'ouvre, c'est ça? Bah oui, c'est un petit cadeau pour toi du coup. Haute couture. Ah ouais, rigole pas. Oh, un livre. Ce livre, c'est le livre qui nous a été recommandé par Anne Dauvillers, d'accord, qui est Chief of Staff côté Decathlon Digital. S'il devait en avoir qu'un, c'était celui-là. Donc on fait le passage de relais. Et on fera le passage de relais pour le prochain invité avec ton livre aussi. Et après là, c'est des petites bricoles pour Pâques. Pour la gourmandise. Dans un des meilleurs chocolatiers de Bruxelles. Bon. Ah oui, tu l'avais cité. Merci beaucoup. Ça me touche, ça me touche beaucoup. Et puis voilà, c'est
prochain livre que je vais lire. Merci beaucoup. Ça me Tu pourras faire plaisir. feedback à Anne comme ça quand tu l'auras lu. Eh ben carrément, ouais. Avec plaisir. En tout cas, on est hyper content de t'avoir eu parce que ça fait longtemps qu'on échange. Tu viens souvent dans nos locaux, on échange vraiment beaucoup, si ce n'est toutes les semaines. Donc, on avait vraiment envie de faire cet épisode parce qu'on a passé beaucoup de temps à échanger. À chaque fois, les échanges étaient passionnés et passionnants. Donc voilà, au moins là, on l'a enregistré, archivé pour les C'est dans la boîte. pour les années à venir. On a sanctuarisé un de nos échanges. Voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et à la prochaine, du coup, Christian. Ouais, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le relayer s'il vous a plu, à partager, à le partager sur vos réseaux si vous voulez. Ce qui nous aide aussi, c'est si vous mettez des étoiles, une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Et un commentaire. Et un commentaire, aussi. ça peut être intéressant. Si vous avez des retours, des feedbacks, n'hésitez pas. Et puis, on reste disponible, Nicolas et moi, si vous souhaitez nous contacter. Le plus simple, c'est par LinkedIn aussi. À bientôt. On essaie de répondre, sauf quand c'est une IA qui nous parle. Et là, c'est ça. On a tout. Si vous montrez que vous êtes humain, on vous répondra. Mais à bientôt et on se revoit au prochain épisode. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir.